Lui, c'est Nicolas. Depuis 15 ans, Nicolas est entrepreneur dans le monde des agences et a bossé principalement pour des grands comptes B2B et des maisons de luxe comme Balmain ou encore Zadig & Voltaire. Après avoir monté plusieurs structures, il décide de tourner la page pour lancer un projet plus personnel, plus ciblé, Better Founder. L'objectif, aider les dirigeants d'agences studio à scaler de façon saine en les accompagnant sur 4 piliers fondamentaux: acquisition, conversion, délégation et finance. Des profils brillants techniquement, mais souvent mal structurés et bloqués par un plafond de verre. En un an, Better Founder, c'est plus de 130 dirigeants accompagnés, un MRR de 60 000 € avec une marge élevée et un taux de satisfaction qui frôle la perfection. Alors comment Nicolas a construit cette nouvelle offre, pourquoi elle cartonne autant et comment il se démarque dans un marché ultra concurrentiel? Il nous donne tous ses secrets dans ce nouvel épisode de... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Jeunes Doers. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept, je le rappelle très rapidement, c'est hyper simple. En gros, à chaque épisode, j'interviewe un jeune entrepreneur, un jeune investisseur, un jeune sportif, artiste, peu importe. Un jeune qui essaye de vraiment passer à l'action, avoir des projets différents, intéressants et qui va jusqu'au bout de ses envies et de ses ambitions. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, je suis très content d'être avec Nicolas. Nicolas, comment tu vas ? Salut Louis, enchanté d'être ici, ravi. Et merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci à toi, c'est moi qui t'ai invité, je suis très content de t'avoir. On avait une petite discussion à Paris avec Antoine, je sais pas, parlant de salut, un pote à nous en commun. Et puis j'avais bien kiffé l'échange, donc je me suis dit autant le continuer autour d'un micro pour en faire profiter très cool. Le plus grand nombre. Qu'on puisse discuter. Écoute, je vais te laisser te présenter rapidement sans trop être dans le truc corpo, mais faire courte. Voilà, faire court et après on ira un peu dans le détail. Ok. Du coup, Nicolas, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le business agence studio. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est agence créative et technique. C'est un peu les métiers soit de la production audiovisuelle, soit du web, soit du digital, soit du branding, enfin tous ces métiers-là. Je viens plutôt du luxe. Moi, je passais une dizaine d'années dans le luxe, le grand compte. Okay. Je suis entrepreneur, évidemment. J'ai monté plusieurs business, pour commencer, je commençais par une startup, donc je fais vraiment très courte, mais mon premier business c'était une startup, donc je viens de ce milieu-là. Et après, je suis vite passé sur le modèle agence studio, donc prestation de service. Par exemple, la dernière agence en date que j'avais avant de vendre les parts, avant Better Founder, c'était une agence où on mettait en place des plateformes e-commerce pour des grands comptes comme Balmain, Zadig & Voltaire. D'où le gros passage dans le luxe, quoi. Gros passage dans le luxe. Mais toujours via ce prisme digital, e-commerce. Ouais, grosso modo, c'est web. Ouais. Et après, c'était soit du site vitrine, soit du e-commerce, mais vraiment des trucs qui coûtent cher, en fait, du high ticket, entre 30 et 300 000 €, tu vois, des gros budgets. Sur des marques, grands comptes, et il y a plein de sujets derrière ça à chaque fois. C'est pas que le e-commerce, après, tu as des questions métiers, CRM, ERP, pour ceux à qui ça parle. Okay. Donc voilà, moi je viens de là, puis j'ai créé Better Founder, ça fait 3 ans à peu près. Jolie casquette, on peut le voir. Merci beaucoup. J'essaie de représenter un petit peu. T'as bien raison. Non mais ouais, donc Better Founder, et donc grosso modo en 2-3 mots, et après on creusera, mais tu fais quoi? T'accompagnes des agences justement, des fondateurs? Ouais, j'accompagne des dirigeants d'agences studio à faire de la croissance. C'est un terme un peu vague, mais on s'intéresse à 4 piliers précisément: l'acquisition, la conversion, la délégation et les finances, parce qu'on estime que quand on gère vraiment bien ces 4 sujets, on commence à avoir une boîte qui tient la route. Et on est un meilleur fondateur. Et on est un meilleur fondeur, un meilleur fondateur. Génial, ok, trop bien. Pour recreuser un peu plus chronologiquement, tu as brossé très bien le portrait, ton portrait. J'aimerais bien commencer, tu as dit ta première boîte c'était une startup. Ouais. C'était à quel âge? C'était quoi? J'avais 28 ans. Okay. Alors moi je suis pas vraiment un jeune doers, pour le coup. J'ai commencé pas très vieux, je commençais à la fin vingtaine, mais aujourd'hui j'ai un peu plus, évidemment. Et c'était en fait c'était une plateforme de social shopping. Donc c'était un truc, à l'époque ça faisait un peu sens. Il y avait des problèmes, tu vois, cette problématique, en gros, des commerçants, commerçants de centre-ville qui avaient cette concurrence, tu vois, accrue du e-commerce, des gros centres commerciaux, etc. Donc, ils se faisaient aspirer un peu toute leur clientèle, etc. On a essayé de répondre à cette problématique à travers le digital. À l'époque, ça faisait sens. Et à l'époque, c'était la mode de Groupon. Alors, je sais pas si tu as connu, toi qui es un peu plus jeune, du coup. Et Groupon, c'était vraiment le big buzz, sauf qu'on a compris que leur modèle économique n'était pas très juste pour les commerçants. Et à l'époque, on s'est dit, on peut faire un truc où les commerçants gèrent eux-mêmes leur propre grouponing, leur propre couponing, etc. Et il y a des pages dédiées, bref. Un peu à l'époque des réseaux sociaux aussi, où ça a décollé fort.
On a fait ça pendant un moment, on a eu des très bons résultats côté B2B, côté B2C ça a été catastrophique, du coup on a mis la clé sous la porte, mais c'était une super expérience. Combien de temps t'as mis ça, on a fait ça un an. Un an, et je pense que c'est important de se rendre compte qu'à un moment donné ton truc marche pas et savoir passer à autre chose. Ouais. Et en fait, pour être transparent, la réalité c'est que on s'est lancé, on s'est mis au chômage. On était tous les deux employés avec mon ancien associé. Et au bout d'un an, on n'avait plus le chômage. On s'est dit, bon, ça marche pas, on fait quoi? Et on est reparti vers un truc qu'on savait faire, du web. Mon associé il était dev, moi je savais faire du sales. Et on s'est mis ensemble. On a monté notre premier studio qui était en local à l'époque sur la Côte d'Azur du coup. Et donc ce que tu appelles studio vraiment pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est? Parce que tu as dit agence studio, tu as dit tout ça. Ouais, un studio pour moi c'est plus. Pour moi, un studio c'est ça, tu vois. C'est un studio on enregistre du contenu. Un studio c'est quelqu'un qui va avoir une prestation technique en général. Tu vois, je te donne un exemple. Dans le web, c'est ceux qui vont être des développeurs web, tu vois, qui vont faire vraiment du code, etc. Une agence, en général, il y a une notion de conseil, si tu veux, par-dessus. Donc l'agence, elle va conseiller le client final. Et souvent, l'agence va prendre des studios en prestataire. C'est un exemple, hein, c'est pas un studio peut bosser avec un donc annonceur. Un studio, c'est vraiment technique, quoi. C'est technique, ok. Donc ça peut être et donc une agence peut internaliser des studios entre guillemets, enfin internaliser le studio ou déléguer et justement externaliser. Tu peux avoir un studio internalisé, l'externaliser. Tu peux être un studio qui bosse aussi avec le client final, avec des annonceurs. Tu as toutes les possibilités, mais voilà, en général, c'est technique, à mon sens en tout cas. Hein. Ok. Et donc, toi, tu as voulu créer, juste après cette startup, du coup, tu as dit c'est ce qu'on savait faire, donc le web. Donc, tu as voulu créer un studio ou tu as voulu créer. En fait, c'est juste qu'il a fallu qu'on fasse quelque chose et on voulait pas arrêter l'entrepreneuriat. Et on a appris beaucoup de choses sur le monde de la startup, tu vois, comment ça marche, comment on était en pépinière, tout ça, les levées de fonds, ces trucs-là. Mais il a bien fallu on voulait continuer l'entrepreneuriat, il a bien fallu qu'on aille quelque part et on a été vers le plus simple, tout simplement. Et c'est vrai que la prestation de service B2B, en réalité, pour moi, est un des modèles les plus évidents, les plus simples au départ. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent B2B, mais voilà, tu as des niveaux quand même dans l'entrepreneuriat, tu as des choses plus difficiles à mettre en place que d'autres. Type, j'en sais rien, demain tu veux lancer un logiciel, un SaaS, c'est un peu plus difficile que lancer une prestation de service. Et le truc ultime, c'est peut-être le projet unique startup, voilà, qui veut faire des on va dire, des milliards. Le Uber, c'est le truc le plus dur pour moi, avec la plus grosse barrière à l'entrée, le truc le plus compliqué à lancer, et surtout au début d'une carrière, quoi. Et le plus simple, ça va être de l'infoproduit ou du service, comme tu dis, du studio. Donc, et après, effectivement, tu as chaque spectre a ses plafond de verre, ses facilités au début et potentiellement ses difficultés qui arrivent après. Et je pense que tu dois justement être confronté typiquement à ça, comment briser ce plafond de verre qu'on peut avoir dans différents trucs. On ira en profondeur un peu plus loin, mais je pense que c'est le propre même de ces agences typiquement potentiellement que tu accompagnes qui on le voit arrivent à scaler assez rapidement à, je dis une bêtise, 5-10K, tu me confirmeras, mais 5-10K on va dire par mois, et qui ensuite peut-être elles plafonnent. Après elles vont réussir potentiellement à plafonner à 50 et ensuite aller taper le 100 ou quoi. Mais tu le diras mieux que moi, on viendra. Je t'explique un peu ma vision aujourd'hui. Carrément. On viendra juste après. Donc tu lances ce studio-là. Combien de temps ça dure? Est-ce que ça se passe bien? En gros, 6 mois en local, c'est-à-dire on travaille vraiment à Nice avec des petits, je sais pas, tu vois, une agence immobilière, des trucs, un peu, des petites PME en gros. Des TPE même, voire de temps en temps une petite PME qui passe par là, mais voilà, vraiment rien de fou. Et puis on se fait repérer par un plus gros studio que nous et qui eux bossaient avec des grands comptes sur Paris. Et là, ça nous a ouvert les portes des grands comptes, c'est-à-dire on a commencé grâce à ça. Ils nous sous-traitaient en gros, sauf qu'on avait le droit d'exploiter les références. Et on a commencé à bosser avec Chanel, avec Nespresso. On a beaucoup bossé avec Nespresso. Donc c'est là ton entrée dans les grands comptes. C'est là mon entrée dans les grands comptes. Et en fait, c'était à travers, si tu veux, une agence, un autre studio, pardon, un peu plus costaud que nous, qui était lui-même sous-traitant d'agence. Tu vois, c'est une espèce de sous-traitance en cascade. Beaucoup comme ça dans ces milieux-là. Mais c'est intéressant. Et ça marche comme ça. C'est souvent, tu vas sous-traiter, de la sous-traitance. Bon, faut éviter au bout d'un moment. Je pense que ça pose problème si tu sous-traites de sous-traite. Mais bref, c'était comme ça. Du coup, on a pu exploiter des références comme Chanel ou Nespresso, que je considère être du premium, si tu veux. C'est comme positionné premium. Et puis voilà, après, on a réussi grâce à ça à aller chercher aussi un peu de l'annonceur en direct et aller chercher des plus grosses agences à Paris. Donc, on a bossé avec, je sais pas, des Mazarines, pour ceux qui connaissent, c'est plus grosse agence luxe. Ils ont tous les grands comptes luxe premium de France, j'ai envie de dire. Et après, d'autres agences très connues, Dentsu, ça, pour ceux qui connaissent ce milieu-là. Donc, on a travaillé pour eux et voilà, cette expérience-là, si tu veux, d'avoir des agences, de travailler pour des agences, avec des agences, etc., des studios, j'ai compris beaucoup de choses depuis toutes ces années à bosser avec eux. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce secteur.
On en reparlera si tu veux après, si tu veux qu'on déroule. Mais, Ouais, on peut dérouler. Mais du coup, si on fast forward, en gros, t'as passé combien de temps dans ce. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu le gros de ta carrière. Ouais, guillemets, en fait, j'ai eu plusieurs business. En réalité, Ok. à côté, j'ai eu une petite boîte de production audiovisuelle. Ok. C'était plus ou moins du local aussi, mais il y a aussi un peu de natio. J'ai eu un studio, ensuite j'ai monté une agence. On est passé par plein de trucs différents. J'ai monté aussi des side business qui étaient plus scalables. À un moment donné, ben, c'était l'époque, tu vois, des robots sur Instagram. Mm. Mais du coup, je me suis dit, tiens, pour m'amuser, dans mon propre business, hein, j'ai fait ça, c'était un side, mais on facturait sur notre boîte. Et je vendais du robot Instagram, mais tu vois, j'ai eu 400 clients et je vendais ça 40 balles par mois, mais ben, ça a généré, je sais plus, entre 10 et 15 000 balles. Et j'ai mis une stagiaire à 1000 euros, désolé, hein, c'est un peu polémique, mais j'ai mis une stagiaire à 1000 euros qui gérait tout de A à Z. Et bon, après, je lui donnais des commissions, tout ça. Mais bref, et ça marchait tout seul. Et je me suis dit, là, j'ai eu un peu une révélation en me disant, c'est vachement intéressant comme ces business là d'automation. Bon, maintenant, il y a l'IA, etc. C'est une sorte de produit quand même. C'est vraiment un produit. On dirait aujourd'hui un SaaS, mais le mot a été galvaudé, enfin, il a été utilisé à tout va. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment facilement moyen pour ceux qui veulent se lancer dans le business. Pour démarrer, c'est intéressant de prendre un truc qui existe déjà et les gens ne savent pas l'utiliser et juste tu leur vends le fait de l'utiliser. Et moi, c'était ça littéralement. J'avais accès à ce truc qui n'était pas hyper connu, on va dire. Je leur disais pas vraiment, moi je mettais une surcouche de marketing par-dessus, tu vois. Je disais pas qu'est-ce qu'on utilisait par derrière. J'utilisais juste ce truc pour eux et je leur faisais payer plus cher que ce que ça coûtait. Parce que ça coûtait pas très cher. Et voilà, c'est. Bah aujourd'hui, c'est ce que il y avait de la valeur parce qu'eux-mêmes ils auraient pas voulu le faire ou ils auraient eu peur, ou pas pris le temps de comprendre parce que c'était un poil technique, si tu veux. Ouais, carrément. Donc voilà. De toute façon, la valeur, les gens la voyaient parce qu'ils utilisaient plus ta plateforme que la sous-jacente. L'algo Instagram c'était la fête. Ouais. Tu vois, tu pouvais faire 50 000 likes dans la journée, moi j'exagère, mais tu pouvais vraiment envoyer. C'est comme ça, honnêtement, c'est comme ça que les plus gros influenceurs sont créés au départ. En tout cas, les pure players, ceux qui viennent pas de la télé, de ça. Hein, pure player Instagram, il y en a une grosse partie qui ont fait du robot, moi je sais. J'en ai eu en client. Ils se faisaient des 10 000 abonnés par mois à l'époque, juste avec du robot, quoi. Énorme. Et c'était qualifié, hein, je précise, c'est pas de l'achat de faux, pour bien expliquer, c'est pas de l'achat de faux likes, de faux followers. Les robots, si je me trompe, typiquement, c'est genre, le truc va automatiquement s'abonner à des personnes type de son audience pour avoir le follow ou liker, pour avoir le follow back, et ensuite tu défollow, tu unfollow. Alors, t'as la technique follow and follow, donc tu follow et puis 3 jours après tu unfollow, bon, c'est pas le plus cool, mais c'est ce qui marchait le mieux, hein, on va pas se mentir, les gros influenceurs faisaient ça. Surtout à l'époque où au début c'était le début d'Instagram plus ou moins, où ça commençait à être la hype. Et tous ceux qui commençaient à faire du contenu un peu qualité, ils mettaient une vitesse à tous ceux qui en faisaient pas. Donc déjà en termes de contenu, ils étaient naturellement, ils avaient beaucoup de traction. Et ils avaient qu'à aller liker des gens pour que les gens les découvrent et qu'ils les suivent, tu vois. Et c'était qualifié, c'était vraiment qualifié. Tu avais des vraies audiences qui disparaissaient pas. Oui, t'achètes pas 10 000 abonnés. Ça n'a rien à voir avec des faux abonnés ou je sais pas quoi, ça n'a vraiment rien à voir. C'était vraiment des vrais gens, du coup. Et ce style de solution, au final, toi, t'as amené la facilité d'utilisation, entre guillemets, entre autres. Et si on fait le parallèle aujourd'hui, c'est tous les wrappers GPT qui délivrent. C'est la même chose. C'est en gros, tu utilises une techno sous-jacente et tu la cibles avec un persona, avec un marketing propre, etc. Et ça marche très bien, il n'y a pas de sujet. C'est facile. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Si tu veux te là-dessus. lancer dans un business, tu prends un logiciel qui est un peu chiant à utiliser pour certaines personnes qui osent pas le faire ou je sais pas, tu vois, qui ont peur ou qui savent pas ou c'est trop technique pour eux. Il y en a plein, en fait. Ça, des marchés, tu en as 50 000, je veux dire, tu as 50 000 possibilités. L'IA, par exemple, il y a un marché colossal devant nous sur l'IA où plein de gens comprennent pas comment ça marche et ils aimeraient bien comprendre et qu'on le fasse pour eux. Et voilà, juste tu le fais et tu auras un business qui fonctionne. Après, c'est de l'exécution, je veux dire. Bien sûr. Non, mais de toute façon, les idées, l'idée, c'est 1% de ton business à la fin. C'est l'exécution qui va compter, évidemment. Les entrepreneurs savent très bien que c'est l'exécution. Il y en a pas qui savent pas, mais, mais ils devraient y réfléchir. Qui devraient comprendre, en tout cas. C'est quand même, ça fait tout, on va pas se mentir. Là, c'est clair. Donc, passer cette dizaine d'années, on va dire, dans à naviguer dans le milieu agence, studio, etc., t'as fait plein de petits business, de petits trucs. Ouais. T'en es venu à te dire, parce que c'est à ce moment-là du coup que t'as voulu lancer Better Founder ou je me trompe? C'est après, en fait, bon, vraiment pour être transparent aussi, c'est post-Covid, 6 mois de trous dans le planning parce que nous on travaille avec des grosses marques qui se sont reconcentrées. Alors déjà le retail c'était mauvais pour eux, enfin tout ce qui est physique, magasin et tout, ils vendaient plus rien donc c'était très compliqué, ils avaient plus de budget. Et du coup, si tu veux, normalement, tu es censé changer ton site régulièrement, tout ça, tous les X années. Et tous les deals qu'on avait en cours, ils ont reporté. Du coup, on s'est pris 6 mois dans la tête. Après, c'est simplement qu'au bout d'un moment, c'est devenu un peu compliqué entre les associés. On n'était pas d'accord sur et on est tous partis chacun de notre côté. Et moi, du coup, j'avais cette idée en tête un petit peu de lancer un business comme ça. Et voilà, je l'ai fait. Avec un point de douleur qui est très fort sur le marché, qui est encore une fois que, je vais le dire un peu vulgairement, mais les dirigeants dans ces métiers-là, surtout les métiers créatifs, mais pas que,
ils sont à poil complètement. Tout ce qui sort, tout ce qui est en dehors de la production, tout ce qu'il y a autour, que tu es censé gérer dans ton business et exécuter, justement, ils sont à poil complet. Ils savent pas. Ils attendent qu'on leur ramène du business déjà. Ils attendent que les téléphones ils sonnent, ils attendent qu'on les recommande. Ils attendent qu'ils se disent que s'ils produisent suffisamment bien, mais éventuellement, ça va ramener d'autres business, enfin d'autres contrats. C'est vrai, c'était vrai à une époque, mais ça t'amène pas non plus sur la Lune, hein, déjà, ce type de mécanique. Mais c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a de nouveaux paradigmes sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Aujourd'hui, tu as des crises, on enchaîne plein de crises, de Black Swan sur les marchés financiers, bref, tu as plein de trucs. Tu as l'IA, les technologies qui arrivent fort, tu vois. Et les annonceurs, ils ont tendance à changer un peu de manière de faire aussi, tu vois. Ils internalisent beaucoup de sujets. Et tu as plein de nouveaux players aussi sur le marché. Donc l'un dans l'autre, ton marché va être réduit. Il y a toujours un marché, hein, toujours du cash sur le marché, sinon la France, elle disparaît, je veux dire. Tu as toujours le cash, mais il est plus dur à aller chercher. Et tu as plus de monde qui va le chercher. Donc comment tu fais? Aujourd'hui, si tu n'exécutes pas correctement, ta boîte, elle va vivoter, planning en dents de scie, plafond de verre qui peut arriver plus ou moins vite. Et éventuellement, une grosse partie d'entre eux finissent par disparaître au bout d'un moment. Est-ce que tu dirais qu'on se rapproche, ce serait beaucoup plus complexe que ça à dire, mais si on le fait de manière très simple, ça se rapproche dans différents marchés d'un winner takes all, hein, entre guillemets, en fait, avec toutes les nouvelles technologies, celui qui sait le mieux les utiliser, qui arrive le plus fort, etc., avec tout ce qu'on voit sur les réseaux aussi, tout ce qui va être le spam de contenu qui arrive de plus en plus, notamment Insta, etc., enfin tous les contenus algorithmiques. J'ai l'impression, moi, du coup je te pose la question, mais j'ai l'impression que ça vient vers une forme de les petits qui vivotent justement, qui arrivaient à vivoter, à faire leurs 5-10K, finiront par se faire absorber, quoi. Ouais. En fait, en soi, c'est un peu compliqué quand même de répondre, mais pour moi, les petits peuvent rester petits, continuer d'exister, ils ont une place dans le marché. Simplement, il faut qu'ils comprennent que même s'ils sont petits, ne serait-ce que pour stabiliser leur business et qu'ils restent où il en est, même voir qu'ils progressent doucement, parce que quand même, pour moi, la mécanique de la croissance, c'est que si tu plafonnes trop longtemps, que tu restes trop longtemps autour d'un certain chiffre d'affaires, tu vas rebondir sur le plafond, tu finiras par avoir de la décroissance. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ton système, il t'a amené jusqu'à un certain niveau, il ne peut pas aller plus loin. Et si tu le challenges jamais, tout ce qu'il y a autour de ton système, ça évolue. Exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, exemple, sur le marché, il y a des crises, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, etc. Donc tu finiras par avoir de la décroissance. Si tu ne prends pas conscience que ne serait-ce que pour maintenir ton système, ton chiffre d'affaires actuel, voire d'aller un tout petit peu au-dessus, il faut que tu ailles chercher ce que tu n'as pas envie de faire, c'est-à-dire du sales, du commercial, du marketing, tout ça. Si tu n'as pas compris qu'il faut le faire, tu finiras éventuellement par disparaître. Mais si tu le fais, parce qu'après, c'est des questions d'ambition, je veux dire, tout le monde n'a pas envie d'avoir une boîte avec X employés ou je sais pas quoi, hein, c'est comme ça, il faut respecter ça. Tout le monde a une place dans le marché, mais il faut comprendre que ça suffit pas de juste être petit et d'attendre, tu vois, c'est fini. Ça suffit plus, ça suffit plus de... Je pense que ça n'a jamais suffi, mais il y a une période où ça allait, il y en a un peu plus qui survivaient. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus violent. Aujourd'hui, tu vois des mecs, ils se retrouvent vite dans des situations qui sont mauvaises, tu vois. Et donc toi, comment tu t'es dit, donc j'ai compris, chaque associé a un peu appris son chemin, etc. Ouais. À ce moment-là, nouvelle page blanche, on va dire, entre guillemets, un peu ça. Comme la première, juste après la startup. Qu'est-ce que tu te dis, pourquoi tu as fini par vraiment faire ça? Est-ce que c'était automatique un peu pour toi, c'était logique, la suite logique, ou est-ce que tu as hésité Non, en fait, j'ai pas hésité très longtemps. J'avais une ou deux options sur la table que j'avais en tête, que je trouvais intéressantes. En fait, je pense qu'à un moment donné, quand tu veux monter une boîte, si tu as une bonne connaissance d'un marché, c'est sûrement ton meilleur pari. Tu vois, c'est-à-dire que tu connais très bien un marché, écoute, tu as ce qu'on appelle un founder market fit déjà. Beaucoup de gens parlent du product market fit, c'est important que ce que tu vends, le marché en ait besoin, sinon tu vends rien. Mais aussi, il faut se poser la question que toi, en tant que fondateur, c'est toi qui vas diriger ta boîte, exécuter au quotidien, qui va la monter à ton image. Si le marché sur lequel tu vas, il ne te correspond pas, peut-être ça marchera moins bien. Moi, c'était assez logique pour moi d'aller sur ce marché-là, d'où je venais depuis toutes ces années, que je connaissais par cœur. Et surtout, je connaissais les points de douleur sur le marché. C'est ça la question, c'est que plus tu vas vers quelque chose qui est douloureux, forcément, plus tu vas, ça vous l'avez entendu 1000 fois, aujourd'hui c'est commun de dire ça, mais en gros, plus tu vas aller vers quelque chose de douloureux sur le marché et que tu vas essayer de le résoudre, mieux ça va fonctionner logiquement. Donc pour moi, je savais que, contrairement aux startups, tu vois, dont j'ai quand même testé une startup au départ, et j'ai compris que les startups, elles mettaient beaucoup elles avaient le produit au cœur de leur business, mais aussi ou le service. Et le marketing et le sales. Tu peux pas mettre l'un sans l'autre, c'est pas possible, tu vois. Ceux qui le font pas, ils disparaissent très rapidement aussi. Par contre, dans mon secteur à moi, les agences studio, il n'y a que le service. Et ça, pour moi, c'était un gros point de douleur. C'est-à-dire que ça crée tout ce qu'on dit, tu vois, des problèmes de manque de cash, on ne sait pas ce qui arrive demain, de manque de prévisibilité. Enfin, voilà, c'est imprévisible, etc. Donc voilà, j'ai compris ça et j'en ai fait un business tout simplement. Donc c'est ça, c'était vraiment la plus grosse peine que tu voyais, c'était justement ce côté...
selon moi, donc c'est ton postulat, selon moi, tous ceux qui ont des studios entre guillemets ou tous ceux qui ont une compétence technique qui veulent le monétiser, ils s'arrêtent justement à monétiser cette compétence technique et ils vont pas faire du marketing pour la monétiser mieux ou faire du marketing pour scaler en tout cas, ou pour aller plus loin, reach de nouveaux clients, etc. Ouais. Toi tu t'es dit la plus grosse pain c'est celle-là, Ouais. et c'est pour ça que les gens stagnent. Ouais. Et dans ceux qui stagnent, il y a ceux qui en gros s'en foutent entre guillemets un peu, parce que on va dire que ceux-là ils veulent juste rester vivoter. Ouais, personne s'en fout aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ils peuvent plus s'en foutre en Ouais. fait. C'est fini quoi. Je veux dire, je parle avec énormément de monde aujourd'hui, quand même sur le marché. Je pense être un bon thermomètre sur ce marché. On a accompagné plus de 130 agents studio. On a une communauté avec une grosse soixantaine à ce stade. Bon bref, je l'ai ouvert il y a un mois et demi la communauté. Je rencontre 5 à 6 à 10 CEO d'agents studio par semaine. Et en fait, le constat il est quand même compliqué quoi. Je veux dire, t'es clairement sur des gens qui ont tous des douleurs fortes dans leur business. Ils n'ont pas compris que dans un business, ton rôle à toi quand tu es dirigeant, c'est de résoudre tes problèmes, les problèmes un par un, et si possible de les prioriser. Tu vois. Typiquement, ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, il fallait qu'ils parlent plus avec leur marché. Et ça, c'est vraiment un premier point de douleur magistral, phénoménal chez eux, impressionnant, j'ai envie de dire. Ils vivent dans une grotte. Tu vois. Ils n'osent pas prendre la parole. Ils ont peur d'envoyer un message à quelqu'un par peur de ce qu'on va penser. Ou ah non, dans mon milieu, ça se fait pas, etc. Donc du marketing, en gros. Ils ont peur, vraiment très peur de faire ça, vendre, et quoi. ils ont beaucoup de croyances limitantes, tu vois. Et ça, c'est un énorme problème parce que du coup, ils parlent très peu avec leur marché. Personne les connaît, tu vois. Et du coup, forcément, tu peux pas avoir un business qui tourne bien et qui avance et qui fait de la croissance si tu résous pas déjà ce problème-là. Mais c'est pas le seul. Après, tu as énormément d'autres problèmes. Ensuite, vendre correctement, parce que c'est cool d'avoir des rendez-vous et des opportunités, mais c'est mieux de faire de la conversion. Ça, c'est un énorme problème pour eux aussi, parce qu'ils n'ont pas trop de culture sales dans leur business. Ensuite, une fois qu'on a résolu ça, faut déléguer parce que tu peux pas continuer à être bloqué dans l'opérationnel en permanence parce que tu vas t'auto-plafonner. S'il y a que toi qui délivre, soit tu es un solopreneur, soit je sais pas, ou tu embauches une ou deux personnes et en fait ça plafonne. Pareil, ça va finir par plafonner. À un moment donné, il faut délivrer quoi, tu vois. Mais pour délivrer, il faut un DG. Il faut un DG qui mette les bonnes personnes au bon endroit et qui sort de l'opérationnel. Pareil, autre problème, ils savent pas recruter, ils savent pas manager parce que c'est bien. Pareil, recrutement, faut le dire, c'est au pif. Tu vois, il rencontre une personne, ça a l'air bien, je le prends. Et puis 6 mois plus tard, en fait, c'est catastrophique, ça me coûtait très cher, traumatisé, plus envie d'embaucher, donc plafonné. Tu vois, vraiment, truc classique. Ils gèrent pas du tout les finances dans leur boîte, zéro cost control. Je te donne un truc tout bête, mais j'ai un client avec lequel on bosse, bon, évidemment, je ne vais pas dire son nom, 65% de marge brute, à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, rentable a priori, 4 points d'EBITDA. Donc, 4 points de. Voilà, l'EBITDA, c'est en gros la renta nette, plus ou moins, on va faire simple. Parce que on a analysé ensemble plein de points dans leur business. Sans même parler de vente, il y avait plein de points qui suffisaient d'améliorer pour aller chercher du 20 points d'EBITDA. Et ça, c'est simplement se dire, bon, ok, je travaille dans ma boîte, je vends plein de trucs et tout, mais je fais pas attention que ma rentabilité soit bonne. Mais moi, je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça, mais après, c'est la réalité du terrain. Je veux dire, tu as plein aujourd'hui d'entrepreneurs qui se posent pas ces questions-là ou pas assez, quoi. Ils s'en occupent pas. Soit ils procrastinent sur le sujet, soit ils s'en rendent même pas compte. Et du coup, c'est des boîtes qui ont plein de problèmes en réalité, si tu veux, qui devraient résoudre. Mais déjà, rien qu'un truc, se dire je suis DG, je dois résoudre des problèmes, déjà rien que cette posture-là, faut l'intégrer, tu vois, faut réaliser que tu l'es. Si tu as créé une boîte, tu es CEO, tu es DG de ta boîte et tu as une mission et tu dois aider ta boîte, elle a besoin de toi. Si tu le fais pas, tu vas avoir des problèmes dans ta boîte. Donc tout ça, c'est des pains que tu as. Certaines, tu les connaissais d'ores et déjà, c'est ce qui t'a poussé à lancer Better Founder, et d'autres, tu les as découvertes, j'imagine, là, de celles que tu nous as brossées. Et c'est les principales, on va dire. Après, on pourra creuser dans les différents secteurs. Les quatre fameux piliers dont tu me parlais, j'imagine que c'est là-dessus que se passe où il y a le plus de pain. Quand tu as lancé l'offre, tu as lancé Better Founder il y a combien de temps? Ça fait Better Founder, vraiment le nom Better Founder, ça fait 11 mois. Ok. Quelque chose comme ça. Et quand au moment où tu t'es dit, vas-y, je vais lancer une agence pour aider les personnes des agences, enfin les founders d'agences, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans pratiquement. Okay. Au début, je faisais que de la lead gen. Parce que c'était pour aller vite et je savais que c'était un truc qui fonctionnait bien sur le marché. Donc lead gen, pour ceux qui nous écoutent, lead gen, c'est générer des rendez-vous qualifiés avec des leads, des prospects, voilà en français. Des personnes à qui tu pourrais vendre donc ton service. Toi, tu faisais uniquement off-bound ou que de l'outbound, que de l'outreach pour être précis,
Bah, j'aime bien l'automation, comme tu as compris. Donc, c'est les robots, type la grosse machine. D'ailleurs, salut la grosse machine. On est affilié avec eux, tout ça. Et c'est un très bon outil. Et en fait, ça envoie automatiquement des messages sur LinkedIn et par mail. Et ça, c'est pareil. Quand on parle à des dirigeants, la plupart, ils vont te dire non, mais n'importe quoi, ça marche pas, ça, c'est pas personnalisé. Bon, évidemment, il faut avoir les bonnes stratégies. Évidemment que ça marche. J'ai énormément de preuves. Et aujourd'hui, ils l'ont tous compris. Ils le voient, ça marche. Il faut que ça soit fait correctement, évidemment. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas correctement, il faut le dire aussi, hein, on va pas mentir. Souvent, c'est les gens qui arrivent sur le marché qui comprennent pas vraiment comment fonctionne le marché, qui n'ont pas compris des trucs un peu profonds dans les questions business et qui font n'importe quoi avec ça. Parce que c'est très accessible comme outil. Ça a l'air en tout cas très accessible. C'est facile. Tu crées un compte, tu configures des messages et boum, tu appuies sur play et t'envoies. Et tu vas emmerder 5000 personnes, tu vois, qui en ont rien à foutre de ce que tu envoies et de ce que tu racontes, tu vois. Et ça, c'est pas bon de faire ça, évidemment. Donc nous, on fait pas du tout ça, on se base sur... Dans nos métiers, c'est très important, ce qu'on vend, c'est vraiment du high ticket, nos clients, ça coûte cher ce qu'ils vendent. Si tu as 5 opportunités, c'est cool. Si tu en as 10, tu en as 15, c'est magnifique. Si tu en as 20, top, tu vois, tu as ton pipe et tout. Bon, il faut en avoir un peu plus en réalité, ça dépend ce que tu veux comme croissance, mais bref. Du coup, on se base plutôt sur de la cooptation, de la recommandation, des trucs beaucoup plus chauds, tu vois, et voilà. Ce sera un peu long à expliquer, j'expliquerai après si tu le veux, mais je t'expliquerai un peu les techniques. Carrément. Mais voilà, ça marche très bien. Et au départ, je faisais que ça. Je faisais que ça parce que c'était le plus simple pour moi en partant de ma boîte. Il fallait bien commencer quelque part. Et j'ai vite compris, je savais déjà, j'avais anticipé la question sales. Parce que je savais que c'est pas parce que tu envoies des opportunités qu'ils les signent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des cycles de vente derrière. Ils n'ont pas compris que c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un une fois que tu vas signer. Peut-être que la personne n'a pas un besoin immédiat. Si c'est un grand compte, je sais pas, un corporate, peut-être qu'ils ont le cycle de besoin, c'est dans 6 mois. Tu gardes pas la relation en tension, tu nurtures pas. Nurturer, c'est continuer à envoyer des messages à des personnes intéressantes si possible. Si tu fais pas ça, tu vas perdre toutes tes opportunités, elles vont disparaître. Donc, je savais qu'ils comprenaient pas ça non plus. Donc, l'étape d'après, c'était le sales. Ça, c'était sous l'ancienne enseigne qui s'appelait KEA. Et voilà, ça, c'est un nom que j'ai trouvé en 30 secondes parce que je déteste me prendre la tête avec les noms. Et j'ai mis communication dans des langages différents dans Google Translate. J'ai vu KEA, je fais c'est sympa. Boum, ouais. Tu vois, vraiment, je voulais aller vite, je m'en foutais du nom. Le branding, je m'en foutais. Je voulais juste un truc et vendre ce que je voulais vendre au départ, si tu veux. Et donc ta première brique, la lead gen, deuxième brique, le sales. Et petit après, tu t'es dit, ok, on va faire en fait une agence sur les 4 piliers, etc. Better Founder est né. Ouais. Quelles étaient ta cible de clients directement? Ouais. Parce que j'imagine que tu as voulu... Enfin, d'ailleurs, c'est à toi de me dire, mais moi, de prime abord, je me dirais, je lance une agence, je vais aller cibler direct les clients qui, je pense, sont vraiment mon persona idéal pour voir si vraiment je peux répondre à leurs besoins, comment je peux répondre à leurs besoins, comprendre le marché, etc. Et ensuite développer. Ouais, bah ça là-dessus, si tu veux, moi je suis un peu agnostique. Pour moi, c'est le marché qui parle, c'est pas toi qui dois dire comment ça marche en fait. Ouais. Tu peux avoir une conviction sur le marché, mais il faut la vérifier. Et ça, c'est le marketing qui va t'aider à le faire. Au départ, j'ai fait des agences et des studios parce que c'était logique pour moi, mais j'ai essayé aussi plein d'autres types de prestations de services B2B. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être que dans mon secteur à moi, ils vont pas du tout être ouverts sur le sujet. Ils vont dire non, je m'en fiche de ton truc, ça m'intéresse pas du tout et je vais pas aller sur un marché qui veut pas de moi, tu vois, ça n'a aucun sens. Finalement, ils voulaient bien de moi, donc c'était la bonne nouvelle parce que c'était mon founder market fit. Mais ça aurait pu être l'inverse, tu vois, j'aurais pu finalement me déployer dans un autre, je sais pas, n'importe quoi, dans la finance, t'as plein de secteurs dans le B2B où t'as besoin de lead gen, de sales, tu vois. Et finalement, ça l'a fait avec ce secteur-là. Mais au départ, je tapais large, tu vois, et j'avais des rendez-vous, j'ai eu des clients dans plein de secteurs différents. Et puis, je me suis rendu compte que ça marchait bien avec mon secteur de prédilection. Et après, je me suis positionné uniquement là-dessus. Okay. Volontairement, parce que je pourrais aujourd'hui adresser tout le B2B. Je pourrais adresser tout le prestataire de service B2B. Mais j'ai la conviction que ça va beaucoup plus vite de vraiment te positionner très... En fait, c'est simple. C'est que tu vas devenir référence de ta niche. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Demain, tu vas prendre la parole, par exemple. Tu dois parler à tout le monde, tout type de prestataire. Bon, ça va être moins efficace. Ça a moins d'impact, ouais. Alors, je dis agence studio, agence créative. Voilà, ils savent que je parle d'eux. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Pareil quand j'envoie des messages, pareil pour tout. Tout devient plus simple dans ton business quand au départ, tu prends une niche. Faut la choisir correctement. Ta niche, faut qu'il y ait du cash. Faut qu'il y ait une profondeur. Faut quand même avoir des critères de base. Mais une fois que tu l'as choisi et que tu pousses, après, c'est juste du focus. Et surtout, éviter de se défocus. On comprend ça, tu t'es positionné comme ça. Mais moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui font plus ou moins la même chose, ou en tout cas qui ont la même promesse, entre guillemets. Tu vois, le fait de scaler une agence, etc. Comment toi tu vois le marché dans lequel tu évolues, ton marché à toi, qui sont les personnes qui accompagnent des agences pour scaler. Comment tu te
tu te différencies? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel regard tu poses là-dessus, tu vois? Et j'imagine que tu dois avoir pas mal de retours même de tes clients que tu démarches. Potentiellement, ils ont été démarchés aussi par d'autres. C'est à toi de me dire, mais peut-être que tu as des retours aussi de tout ça pour savoir comment tu te situes, quoi. Bah, en fait, pour moi, en concurrence directe, qui font vraiment strictement la même chose, il y en a pas, on n'est pas beaucoup. Okay. Donc pour moi, je considère que c'est un océan bleu. Pour ceux qui ne savent pas, océan bleu, c'est quand tu es sur un marché où il n'y a pas beaucoup de concurrents. Concurrents directs, il y en a un paquet, parce que tous ceux qui font du marketing, on peut estimer qu'ils sont concurrents. Tous ceux qui vendent du sales, on peut estimer qu'ils sont concurrents, etc. Bon, c'est vrai que nous, le fait qu'on adresse un scope beaucoup plus large, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on adresse 4 piliers au lieu de 2, on aurait pu faire que sales et marketing. C'est parce que quand tu fais ça, tu changes profondément la vie des gens. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai des clients, on a vraiment changé leur vie, quoi. C'est-à-dire, tu vas beaucoup plus loin que... Tu leur donnes une vision business beaucoup plus large et tu leur débloques des ambitions qu'ils n'auraient peut-être pas eues à la base, ou ils comprennent beaucoup plus de choses, si tu veux. Donc vraiment, tu changes leur vie. Et ça, pour moi, c'est ce que tu dois rechercher. Parce que si tu arrives à faire ça, tes clients, ça devient des ambassadeurs. Et tu crées une espèce de cercle vertueux dans ta boîte où si tes clients sont des ambassadeurs, tout devient beaucoup plus simple. Vraiment, tout devient chaque client généré peut t'en ramener 2 potentiels. Et donc, ouais, même beaucoup plus. Okay. Surtout avec nos stratégies. Et du coup, l'idée, c'est que... moi, j'ai beaucoup focus sur le delivery avant de vouloir scale. Je déteste le scaling chaotique. Tu vois, les mecs qui vont mettre beaucoup de cash dans le marketing et après, on verra pour délivrer... Je vais pas. C'est ce que j'avais kiffé justement quand on s'était parlé la première fois, on avait beaucoup parlé de ça parce que tu étais pile dans cette période là où justement tu étais en train de tout structurer pré-scaling et c'est la première fois vraiment que j'entends un mec me dire but en blanc, là je tisse toute la toile et le jour où je voudrais scaler, j'aurais plus qu'à appuyer sur un bouton. Et j'ai kiffé parce que résultat, avant de tourner, on a parlé, la première fois qu'on s'est vu c'était il y a quoi, 3-4 mois, un truc comme ça. Ouais, ça doit faire 4 mois, un truc comme ça. Et là bon, tu m'as expliqué un peu tes chiffres, comment ça évolue, etc. Et que là tu avais commencé à juste appuyer justement sur le premier bouton pour scaler et que donc ta phase de pré-scaling avait servi mais à 100% quoi. Il faut d'abord être sur ce que tu délivres. Ouais, mais c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Donc tu as fait grosse phase justement de 2 ans. Ouais. C'est long, 2 ans. 2 ans à être à fond sur le delivery, quoi. Moi, ce que je voulais, c'est que j'ai des taux de satisfaction qui skyrocket, tu vois, qui cassent le plafond. Pour moi, tu peux pas. Et bon, chacun a sa vision des choses. Moi, ce que je sais aujourd'hui de mes concurrents aussi, je vais le dire, je vais pas citer de nom, mais voilà, peut-être qu'il y en a certains qui comprendront, qui peuvent être plus ou moins mes concurrents, même s'il y en a plein, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis persuadé qu'on délivre mieux qu'eux. Vraiment, je suis intimement persuadé. Je le dis pas juste pour flex, pour dire c'est moi le plus fort. C'est juste que j'ai passé beaucoup plus de temps, je pense, sur cette question de satisfaction. Et voilà. Et j'ai certains clients qui viennent de chez les concurrents. J'imagine. Ouais. Je sais ce que font les concurrents. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et aujourd'hui, je suis très satisfait, mes clients aussi, de ce qu'on délivre. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc sur lequel tu dois focus avant toute chose. Et gagne pas d'argent tant que ça marche pas. Alléluia. Parce que cette product first, là, en gros, c'est ça. Hein. Service first, product first. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les SaaS, client first, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus, j'ai l'impression, dans les SaaS, etc. Le milieu infopreneurial de la chose, parce qu'on pourrait te catégoriser là-dedans, on pourrait te mettre là-dedans, même si bon, voilà, mais on s'est compris, voilà, c'est compris. Mais j'ai l'impression que ce milieu-là met beaucoup plus l'accent, et c'est pas c'est pas bien ou mal, c'est juste c'est comme ça, et il y a des avantages et des inconvénients, mais en l'état, en tout cas factuellement, ils mettent beaucoup plus l'accent sur scaler le plus rapidement possible le sales, le marketing, etc., plutôt que le produit. Et moi, je suis plutôt de ton avis. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que tu scaleras moins vite, en tout cas les 2-3 premières années, mais parce que est-ce que sur 5, 6, 7, 8 ans, on voit pas la différence, quoi. La question, c'est la pérennité. Moi, je vais essayer de dire ce que je pense en étant subtil, parce que je n'ai pas un avis hyper tranché là-dessus. Il y a plein d'infopreneurs Dubaï, là, etc., que je trouve très smart, qui font des trucs de ouf, mais je pense qu'il y en a une grosse partie. Moi, j'ai juste pas leur vision, si tu veux. Eux, ils veulent devenir millionnaires super vite. Bon, à Dubaï, t'as pas d'impôts, machin. T'es spécialisé sur le sujet, spécialiste du sujet, donc je vois de quoi je parle. Donc évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est être millionnaire à 20 ans, à 25 ans, je sais pas quoi. Mais le problème, c'est que vraiment, les retours que moi j'ai de ces gars-là, c'est que voilà, ils ont vraiment des emmerdes dans tous les sens sur leur business, parce que justement, le delivery est pas assez bon. Des emmerdes, quoi. C'est ça. Quand tu scales des emmerdes. Si tu n'as pas un bon delivery, tu scales vraiment. C'est un très bon terme ce que tu dis. Donc moi voilà, je voulais pas ça pour. Je pense que c'est des questions de personnalité. Moi, j'ai besoin de dormir la nuit tranquille. Moi, si mes clients sont pas contents, vraiment, je dors mal la nuit. Hein, voilà, c'est peut-être un tort. Je suis peut-être pas assez shark sur le marché, mais je suis persuadé, et ça, je vais le prouver dans les mois et dans les années qui viennent. Je suis intimement persuadé que mon truc durera plus longtemps et que mon truc va vraiment durer.
Et parce que je le sais. Je le sais parce que si vous mettez un nez, si vous mettez le pied dans mon business, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'encore une fois, on a vraiment taffé sur le delivery. Et c'est facile à dire. Je sais que là, je dis ça dans un podcast et ils vont dire ouais, c'est vrai, tout le monde dit ça. Bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est les chiffres qui le prouveront le temps. Tu vois. Non, et puis enfin, c'est ta personne qui le prouve aussi. C'est pourquoi tu fais ça, c'est ton pourquoi. C'est tout ouais, c'est ça. Il y a le why dans la boîte. Évidemment. C'est sur ça aussi. Donc, ces 4 piliers, pour revenir là-dessus, ouais. Tu m'as dit c'est quoi? C'est sales, marketing, acquisition, donc parler plus souvent avec son marché, avoir des opportunités du marketing en gros. Conversion, du coup, être capable d'avoir des bons process sales pour être sûr que tu crames pas trop de cash dans le marketing sans avoir des conversions derrière. C'est ça qui nous intéresse le plus. Délégation, recrutement, management, etc. Et cash control, opérationnel et cost control dans ta boîte. Parce que la finance, c'est bien de faire tout ça, je veux dire de résoudre tout ça, mais derrière, t'es pas super rentable, que voilà, tu fais pas assez de cash flow, peu importe, c'est un peu à rien quoi. Cash is king, hein, donc à un moment. C'est-à-dire que t'es indicateur financier. Même un simple problème de BFR, je veux dire, ça peut flinguer ta boîte, même si t'es. Et c'est le basique, mais typiquement. Le BFR et aussi tout simplement, souvent quand je discute avec des dirigeants, ils ont zéro game plan. Tu vois, ils savent pas pourquoi ils font ça, et ils savent pas où ils veulent aller avec ça, et ils ont rien visualisé. Et pour moi, c'est très problématique parce que tu veux quoi, que ta boîte elle ait une bonne valo et demain peut-être faire rentrer des investisseurs et te prendre du cash, ou tu veux avoir une boîte qui crache du cash, quoi, tu vois. Moi, j'ai un modèle à cash flow. Moi, aujourd'hui, je suis sur 63% d'EBITDA, donc j'ai un modèle très rentable. Et j'ai d'autres clients qui vont vers ce modèle-là. Mais tu as aussi des modèles ou plus tradis où, je sais pas, tu vas faire 20, 30 points d'EBITDA, tu vas avoir des très bons indicateurs financiers, tu vas avoir du chiffre d'affaires qui augmente régulièrement, tu vas avoir des équipes qui tournent bien, ça structure, le business il tourne sans toi, tu peux vendre des parts demain ou pas. Hein, d'ailleurs, je pense pas qu'il faut ouvrir une boîte pour vouloir la vendre, mais voilà, il te faut un game plan quand même à un moment donné. Entièrement d'accord. Chacun le sien. Mais voilà, moi, encore une fois, très agnostique sur le sujet et très... je veux dire, j'ai pas d'avis. Le tout, c'est d'être aligné en fait entre ce que tu veux vraiment faire, ce que tu fais tous les jours. Et si tu veux faire une boîte valo, mais que tu te focuses sur les bidas, c'est pas forcément dingue. Et inversement. Ouais, c'est ça. Et puis, juste savoir où tu vas, quoi. Et il y en a énormément. Tu as un énorme ventre mou, tu vois, dans la plupart des secteurs, je pense, d'activité. C'est des mecs, ils ont une boîte, savent pas vraiment. Ils voulaient juste être indépendants, je pense. Ils voulaient juste pas avoir de patron. Mais je pense que ça suffit pas. Tu vois, à un moment donné, il faut que tu te poses un peu les questions différemment sous un autre angle. Ok, c'est bon, j'ai plus de patron. Maintenant, je suis entrepreneur, je suis DG, je fais quoi? Tu vois, c'est où je vais, pourquoi. Après, encore une fois, hein, chacun son. Moi, j'ai pas de. Je veux dire, je juge personne. Chacun, c'est pas qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je veux dire, tu peux avoir d'autres. Il y en a, ils ont des volontés créatives. Il y en a, ils ont des volontés de changer le monde. Il y en a, enfin, peu importe, on s'en fout. Mais au moins, sois honnête avec toi-même et essaie de trouver ça. Essaie de résoudre ça avant tout. Si tu résous ce que tu veux, tu vas pouvoir y aller, mais si tu le fais pas, tu vas juste être tout le temps en train de, je sais pas, de vivoter, tu vois, une espèce de zombie de l'entrepreneuriat. Il y en a plein d'ailleurs. Énormément. C'est triste. Justement, est-ce que tu sélectionnes tes clients à l'entrée ou enfin, j'ai bien compris que tu es agnostique sur plein de sujets parce que ton but, toi, c'est vraiment de qu'est-ce que tu veux et je vais t'y amener. J'ai bien compris que c'était ça. Mais est-ce que du coup, dans tes schémas de, que ce soit du sales, marketing, acquisition, conversion, etc., est-ce que par exemple, tu vas te dire toi, là où tu veux aller, je peux pas vraiment t'y accompagner. Tu vois, je dis une bêtise, mais si la personne, elle veut... est-ce que tu accompagnes plutôt des personnes qui veulent vraiment faire une boîte à cash flow? Est-ce que tu peux plutôt une boîte valo? Ou en fait, peu importe, et juste t'appliques après les modèles en fonction de ce qu'ils veulent. Mais est-ce que tu t'es déjà vu refuser typiquement des clients parce que soit ils avaient pas les cannes, entre guillemets, enfin... Tu voyais qu'au fond d'eux, ils savaient pas encore exactement ce qu'ils voulaient et ils savaient pas vraiment où ils voulaient aller. Est-ce que tu peux accompagner ces gens-là pour même d'un point de vue mindset entre guillemets, mais enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu t'as déjà refusé? Non, les gens que je refuse, c'est vraiment quand ils sortent complètement c'est plus le niveau de maturité. Si ton niveau de maturité est trop bas, je vais pas pouvoir t'accompagner parce que t'es pas au stade où vraiment ça va être intéressant. Nous, on accompagne les gens qui ont déjà fait de 0 à 30, quoi, tu vois. Il faut quand même un minimum de preuves sur le marché, de traction. De 0 à 30, je peux pas t'amener. C'est pas moi, ce sera pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Si tu commences à marcher un petit peu, voire bien... En fait, nos clients, c'est entre... notre ICP, notre client idéal, c'est entre 250 000 et 2 millions. Tu vois. Et tu as des boîtes qui font 2 millions par un heureux accident, faut le dire aussi, sans faire exprès. Un petit peu juste parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils délivrent. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Mais oui, si tu veux, les gens qui se posent ces genres de questions, on peut les aider parce que... Alors, on n'est pas infopreneur, encore une fois. Nous, on ne fait pas que distiller de l'information.
on a un accompagnement de terrain et ça, c'est un peu la différence. Et on peut t'aider. On a une partie coaching, donc on est là pour casser tes croyances limitantes, t'aider à comprendre, visualiser, etc. Donc on fait cette partie-là s'il y a besoin. Aussi entre associés. Tu as souvent un sujet et souvent plusieurs associés. Qui fait quoi? Parce qu'un écueil classique, il y en a tellement en fait au final, mais un écueil classique, c'est que tous les associés font la même chose. À un moment donné, je comprends pas pourquoi vous êtes associés si vous faites tous la même chose. Soit tout seul et prends des prestats, quoi. Je veux dire, je comprends pas. Donc on leur explique qu'il faut, il faut avoir aller sur des sujets différents, régler des problèmes dans la boîte qui sont différents. Ensuite, on passe sur de l'accompagnement vraiment purement opérationnel où le marketing, on va le faire pour toi. On va t'apprendre aussi comment ça marche. Et de l'autre côté, on va t'apprendre à devenir un meilleur commercial, mais vraiment sur le terrain, dans le sens où, je sais pas, demain on met un CRM en place chez toi, on va le mettre en place pour toi, tu vois, en visio, on va t'expliquer comment ça marche. Donc il y a un petit côté conseil opérationnel. Et évidemment, il y a du conseil sur la stratégie, je veux dire. Mais nous, notre but, c'est vraiment très accompagnement de terrain. C'est en ça qu'on n'est pas des infopreneurs. Tu peux considérer qu'on l'est un petit peu aussi, parce que j'ai aussi tourné à peu près 23 heures de ressources à côté. Mais c'est pas ça qu'on vend. On vend pas de la formation, mais on l'a fait à côté pour accélérer l'accompagnement. Parce qu'il y a des sujets, tu les répètes en permanence. Je peux optimiser ton profil LinkedIn pour que ça marche mieux, tu vois. Quand on fait du marketing, je vais pas passer 1 heure avec toi, ça n'a Je pense que pas de valeur. Tu appliques ce que tu enseignes à ton propre business. Ça n'aurait aucun sens de répéter 15 fois par jour la même chose pour un truc qui n'a pas une valeur, ou qui n'a pas besoin d'être du sur mesure. Typiquement, améliorer ton profil LinkedIn. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu vas regarder la vidéo, tu le fais, tu arrives, tu nous montres, on va te dire si c'est bon ou pas. Et après, on prend 1 heure pour faire des trucs qui ont du sens, tu vois, qui sont beaucoup plus value. Et ça, c'est un peu un mix, tu vois, dans l'accompagnement où tu as à la fois de la formation, du coaching, du terrain, du fait de l'opérationnel. Donc, fait pour toi, fait avec toi. Done with you, done for you. Voilà, ce fameux modèle hybride, modèle mixte. Qui marche très bien. Hein. Ça marche bien en termes de... qui finalement s'adapte à toute personne après. Oui, alors ça marche bien en termes de satisfaction de ce qu'on délivre. Au final, ça a des vrais résultats qui peuvent être impressionnants. Et de l'autre côté, ça marche bien pour quand tu as un modèle mixte, hybride. Ça marche bien aussi parce que c'est très, très rentable en général. Ouais, bien sûr. Parce qu'on te juge plus sur un taux jour homme. On va t'évaluer sur une mission, sur une vision. Tu vois. Moi, je te vends que dans 6 mois, 1 an, ta boîte... tu as tout compris de la rentabilité et tu avances là où tu veux. Tu vois, c'est une vision. Tu vois, je t'accompagne sur une ambition. Justement, là, imaginons, je suis client, je suis prospect, je viens chez toi, on fait un call, tu me closes, on va dire, j'en sais rien. Je rentre dans l'accompagnement. Est-ce qu'il y a une promesse de temps? Est-ce qu'il y a une promesse tout court? Est-ce que, tu vois, comment ça se passe? Beaucoup font des trucs du style 3-6 mois. Toi, comment tu le fais? 6 mois, moi, ça me paraît évident que c'est le minimum parce que, je veux dire, on n'est pas là pour faire des... c'est une course de fond. Hein, on fait, c'est pas... Même si ça va vite, que ça applique vite et que sous 1 semaine, tu as ta première campagne qui sort, etc., faut 6 mois pour faire ce qu'on a à faire. C'est vraiment le minimum. Aujourd'hui, notre rétention, notre taux de rétention, les clients restent entre 1 an, 1 an et demi, il faut que je recalcule, même si on signe que 6 mois. Et on existe depuis 3 ans, donc forcément, il faut un peu plus de recul dans le temps. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ça augmente drastiquement parce que, voilà, au début, on est très orienté ROI. Il faut qu'on rende notre truc rentable sur plusieurs mois, années. Souvent, c'est sur plusieurs années qu'on le rend rentable. Et du coup, ensuite, c'est bon, on est allé sur les budgets, il n'y a plus de sujets. On continue ensemble et là, on rentre dans les sujets intéressants. Pour moi, les sujets marketing sales ne sont pas les plus intéressants. C'est après que ça devient intéressant, quand on t'aide à structurer ton truc. On parle de l'offre, on parle de ton modèle éco, on parle de ton positionnement, on parle de recrutement, on parle de management comment tu prends de la hauteur en tant que CEO. Nous, c'est ça qu'on aime bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, désolé, j'ai un peu digressé. Ta question à l'origine, c'était disons que justement, je rentre dans ton accompagnement, du coup, c'est 6 mois, on va dire. Et en plus, si en plus je dois continuer, on verra quoi. Et oui, après, on re-signe. Ok, trop bien. Donc, ces 4 piliers, tu les actives pas tout de suite, de ce que j'en comprends? On a une roadmap. Ok, donc tu as une roadmap. Donc, oui, parce que du coup, tu disais, donc, je rentre dans ton truc, je vais avoir des heures de 23 heures, tu disais, sur un school, je crois que c'est ça? Tu as un school de formation pure et dure. Après, j'aurai des heures de coaching avec les différents experts, parce que j'imagine que tu as délégué aussi à différents experts pour chaque compétence clé, chaque pilier, etc. Exactement. C'est ce que tu as appelé tisser ou structurer, je disais, préparer ton scaling. Comment tu as pu trouver, quel a été toi ton process de recrutement justement pour trouver les bonnes personnes à mettre aux bons endroits? Parce que c'est aussi ce que tu enseignes à chacun, mais c'est intéressant de voir comment toi tu t'as mis en place tout ça, tu vois. Je connais 2-3 personnes que tu as mis dans le business, mais justement, comment tu les as choisis? Pourquoi elles?
J'ai cru comprendre que c'était un truc essentiel quand même, donc comment tu... Oui, forcément. Enfin, déjà, mal recruter, c'est ce qui te coûtera le plus cher. Parce que je vais pas expliquer pourquoi, mais voilà, Ça paraît évident. Ça te coûtait très cher. Ouais. Et recruter les bonnes personnes, évidemment, ça change tout. Je veux dire, le jour où tu as les bonnes personnes, tu te sens tiré vers le haut au lieu de toi avoir l'impression de toujours tirer les autres pour aller là où tu as envie qu'ils aillent. Donc oui, c'est ultra, ultra essentiel. On le répète, mais il faut que ça rentre au bout d'un moment, tu vois. Je veux dire, c'est vrai que beaucoup de gens le répètent, je suis pas le seul. Hein, on est des milliers à le raconter en permanence. Écoutez-nous au bout d'un moment. Je veux dire, faites attention à vos recrutements, vraiment, faites-le sérieusement. Moi, je te donne un exemple. Quand je recrute, je passe par un process en 3 étapes. Et pour recruter une personne, je vais rencontrer entre 10 et 20 personnes. À peu près, c'est à peu près comme ça que ça marche chez moi. Je veux être sûr. Là, je travaille avec des dirigeants. Moi, je peux pas me permettre d'avoir... il me faut des seniors, des mecs câblés, quoi. Je peux pas... C'est du high ticket, encore une fois. Donc, ce qu'on délivre, c'est pas simple. Je veux dire, on parle des entrepreneurs. Faut parler entre entrepreneurs. Donc moi, les personnes que je recrute, c'est souvent des gens qui ne font pas ça à la base. C'est-à-dire... t'en connais certains, donc c'est des DG d'agence, donc qui sont performantes et ils sont OK pour aller aider d'autres agences à devenir performantes. Donc moi j'adore ce système-là parce que c'est trop bien. C'est des mecs qui connaissent le chemin, je veux dire. Ou alors intéressant aussi, par exemple j'ai Amélie qui bosse avec moi, elle a passé 20 ans chez l'annonceur. Donc c'est très intéressant parce qu'elle était de l'autre côté de la barre. On a beaucoup de clients qui travaillent avec des grands groupes, tu vois. Elle a fait 20 ans dans les grands groupes, Head of Sales, donc elle était directrice commerciale dans des grands groupes. Elle était aux achats aussi. Ça veut dire qu'elle sait ce que ça veut dire acheter, ce que mes clients ils vendent. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà, on a une équipe assez hétérogène, quoi. Hétérogène, et en même temps, on couvre, si tu veux, un spectre assez large, mais très senior. Tu vois, c'est pour ça que ça marche aussi. C'est que les gens qui travaillent avec moi sont très câblés. Donc moi, j'achète des heures à ces gens-là et je les place et je monte des équipes. Souvent, j'en fais partie où je délivre pas énormément, mais très qualité et très focus. Et voilà, tout ça mis de bout à bout, ça donne des masterclass. On a plein de clients où vraiment aujourd'hui, d'ailleurs j'ai des témoignages qui arrivent là, c'est pas moi qui vais le dire, c'est eux, où on a des choses qui sont plus ou moins spectaculaires par rapport à ce qu'ils faisaient avant, quoi. Et même en résultat tout court, il y a des choses assez spectaculaires. Niveau des chiffres, tu as accompagné combien d'agences depuis le début? 130. 130 agences depuis le début. Je te dis 130, mais en vrai ça a changé depuis. Voilà, j'ai pas refait le calcul. 130 parce que c'est mon chiffre que je mets sur LinkedIn actuellement. Mais... 130 ish. Ouais, aujourd'hui on va avoir un peu. Là en plus, comme je commence à scale, c'est beaucoup plus. Ouais, en 2 mois, les chiffres ont changé, quoi. Ouais. Et en termes de. Tu disais, tu as 68% d'EBITDA. Je sais pas si tu délivres. Enfin, si tu donnes. 63. 63%. Si tu discloses tes chiffres, etc. Ouais, pas de problème, je peux te les donner. Ouais. T'as fait combien? T'es passé de combien à combien? Là, je suis passé. Là, on va arriver entre 50 et 60 k MRR. Donc, pour ceux qui ne savent pas, MRR, c'est récurrent, parce que vous avez compris que c'est un accompagnement où il y a de l'engagement. Donc, je vais arriver 60, je pense, en septembre à peu près. Et je commence à peine. C'est-à-dire qu'avant, je faisais très peu de marketing. Quand on s'est vu, pour l'anecdote, du coup, pour que les gens comprennent, quand on s'est vu, c'était il y a 3-4 mois. 3 mois, un truc comme ça. Et t'étais, il me semble, à 15 ou 20K. Non, j'étais à 25 en moyenne. J'ai eu t'as fait x2 en... un peu plus que x2. Ouais. Et voilà, ça fait quelques mois que je me suis mis à... en fait, avant, je m'y intéressais juste pour faire vivre le projet. Je tournais entre 25 et 30. Volontairement, je sais que c'est bizarre à dire, mais quand on connaît et qu'on sait le faire, on sait que ça peut être volontaire. Ceux qui m'écoutent là aujourd'hui dans ton podcast, qui font du marketing, qui font du sales, ils savent que ça se contrôle. Donc, volontairement, je suis resté à un niveau qui me permettait d'avoir du temps dans mon planning. N'oubliez pas que votre meilleur ami et votre pire ennemi, c'est votre planning. Parce qu'en tant que dirigeant, chaque heure, chaque minute dans votre planning, vous pouvez faire une dinguerie dans votre business. Si vous les utilisez n'importe comment pour faire des trucs qui n'ont pas de valeur, je suis désolé, mais vous perdez votre temps. Donc moi, ce que je voulais, c'est avoir du temps. Et en même temps, avoir une boîte qui tourne. Et de toute façon, vu que j'ai toujours eu plus ou moins 63% d'EBITDA, voire plus quand c'était moi qui délivrais. Oui, tu n'avais pas besoin de... Ça fait déjà du cash, on va pas se mentir. Voilà, je gagne déjà largement plus que la moyenne probablement des solopreneurs. On va m'appeler solopreneur parce que c'est ce que j'étais à ce moment-là. Je le suis peut-être toujours parce que je travaille avec des en soi, tu es un solopreneur. Hein. Je travaille avec des freelances, donc en soi, je suis un solopreneur. Et du coup... là, voilà, une fois que j'étais satisfait du delivery, que j'étais satisfait de ce que j'avais, mes clients étaient satisfaits, surtout, et que je voyais qu'il y avait des vraies preuves, et ça y est, j'avais résolu plein de trucs, parce que c'est pas simple d'aider des gens à scale, hein. C'est pas simple de les aider à vraiment, concrètement, avoir des résultats. Parce que ça dépend pas que de toi, ça dépend d'eux, et tu as plein de choses à comprendre. Sur le mindset des gens, sur comment tu dois délivrer, sur comment tu dois communiquer en interne les informations, pour que tout le monde ait une vision
unifié, quoi, global de comment j'accompagne la personne, parce que Mm. c'est pas chacun va donner son petit truc, c'est on a une vision commune, une équipe qui va aider la personne. Enfin, t'as plein de choses à résoudre. Ah, C'est j'imagine. ça Ouais. la réalité. Ouais, ouais. Si tu veux que ça marche, t'as plein de Chaque choses cas à est résoudre. différent en plus, donc d'où le Done With You, Voilà. Done For You, etc. Parce qu'il faut bien comprendre la personne. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. T'as pas toujours les mêmes types, Enfin, je voudrais relever ce que tu as dit, il n'y a pas que toi, il y a lui surtout. Parce qu'effectivement, lui ou elle, en tout cas la personne que tu c'est à accompagnes, elle de délivrer ce qu'ils font de leur côté. il faut qu'elle fasse le boulot. Donc j'imagine que tu dois avoir un gros, pas forcément module, mais une grosse partie même en arrière-plan de coaching, vraiment de booster, de donner envie et booster la personne, qui est extrêmement important parce que le terme mindset est galvaudé à mort, tout le monde l'utilise à tort et à travers, mais en soi c'est méga important. En soi, c'est méga important. C'est plus qu'important. Si tu l'as pas, ça marche pas. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Je dis, c'est une petite blague, inside joke, Better Founder, parce que moi, je dis en fait, on est une secte, tu vois, Better Founder, et les premiers mois qu'on accompagne les personnes, faut qu'on arrive à leur transmettre notre foi. Si t'as pas la foi, tu feras pas les choses. C'est-à-dire, imagine que tu as un planning au quotidien, toi, tu dois prioriser tes tâches. Si tu priorises pas nos tâches à nous, ce pourquoi tu as payé, tu n'auras pas de résultat. Et le truc, c'est qu'on doit absolument les convaincre. Et ça, on le fait à travers de la preuve. Aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp avec plein de clients. Et régulièrement, on poste les wins des clients. Ça motive les autres. Ils voient, oh, ça marche. On fait des calls groupés. Aussi, en plus du one-to-one, dans lequel il y a des clients qui viennent aussi témoigner. Des fois, dire, ouais, voilà, moi, j'ai fait ça. On fait des trucs en live où j'ai un client, l'autre jour, il a appelé au téléphone. Il a réussi à avoir un DIRCOM d'une très grosse marque. Et il a réussi à avoir un rendez-vous alors qu'il n'avait jamais fait. Donc on amène plein de preuves, si tu veux, qui montrent que ça marche. On transmet la foi. Quand tu as la foi, tu la priorises dans ton planning. Et quand tu priorises dans ton planning et que tu fais les choses suffisamment souvent et suffisamment intensément, avec les bons process, ça marche. Et à partir du moment où ça marche, d'un coup, hop, tu vois la lumière. Tu vois. Tu dis, mais en fait, ça marche. Ouais, et la première fois que tu as ta quick win, voilà. Après, c'est bon, tu dis, ok. La première fois que tu as un client, tu as signé je sais pas, 20, 30 000, 100 000 balles avec du marketing, de l'offboarding, peu importe toutes les techniques qu'on met en place, tu signes ton premier client, tu as compris. Ça marche. Je fais de l'argent avec ça. J'ai compris comment je peux contrôler mon business. J'ai compris comment je peux contrôler et arrêter d'avoir des plannings en dents de scie, tu vois. J'ai compris que je peux arrêter d'attendre qu'on m'appelle. C'est moi qui peux prendre les devants et contrôler cette question-là. Et là, ça change tout psychologiquement dans la tête du DG. Il va se dire, mais en fait, fallait que je fasse ça depuis le départ, tu vois. Ce que je n'osais pas faire. Mais au début, c'est un acte de foi. C'est la vérité, c'est un acte de foi. Faut que tu nous crois. Faut que tu nous crois et tu nous payes, crois-nous, quoi. Je veux dire, fais les choses. Si tu le fais pas, et moi je leur dis assez brutalement parfois, les gars, faut y aller maintenant, tu vois. Ça y est. Maintenant, on a payé, on y va. Allons-y, arrêtez. Maintenant, vous nous mettez dans le planning. Ce qu'on vous demande de faire, faites-le. Venez pas à la semaine pro avec c'est pas fait. C'est fou les barres que tu peux te mettre, que tu peux tu vois, savais. c'est impressionnant quand même. Ah ouais, le mec, il passe le step de passer, de l'humain, prendre l'accompagnement, de payer, etc. Et il va pas forcément être encore à fond. Je trouve ça dingue. Regarde, les infopreneurs, tu vois, qui vendent des formations, les gens, ils en achètent. Parfois, elles coûtent cher, ils les regardent pas. Ouais, je crois que 70% des gens. Ouais, c'est une dinguerie. Genre, moi-même, je l'ai fait. J'ai déjà acheté une formation, je l'ai pas regardé. Ouais. Bon, je l'ai pas payé cher. Peut-être si j'avais payé 10 000 balles, j'aurais regardé. T'as ce sujet et t'as le sujet aussi de justement si c'est juste une formation et qu'il y a personne qui te pousse à te montrer que vraiment il faut que tu le fasses pour telle et telle raison et que c'est bon pour toi et que c'est ce que tu veux faire. La formation c'est intéressant, mais il y a toujours un écart entre. C'est pour ça que le one-to-one et l'accompagnement de terrain marche bien, c'est que c'est bien de donner la donnée, mais ça veut pas dire que tu vas le faire et correctement. Tu vois, il y a tellement d'acculturation, de réflexes, c'est complexe l'humain. Faut pas oublier, chaque humain est différent en plus pour simplifier la chose. Heureusement aussi. Mais du coup, voilà, tu vois, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, et quand tu as compris ça et que tu l'as vraiment intégré dans tes process en interne et que du coup, ce que tu délivres, ça fonctionne, là, ton business, il tient la route. Et là, tu peux commencer à scale. Moi, je vous déconseille d'essayer de scale avant. Ça, pour moi, vous allez juste noir dans le mur. On vous traite de scammer. Les gens vous bâchent. Enfin, il y a des vidéos sur vous qui. T'as un risque réputationnel qui est vraiment fort aussi avec les réseaux. Alors, oui, on va dire, les gens oublient aussi rapidement. Les gens, en 3 mois, tu te crées une réputation, en 3 mois, les gens ont oublié. Ouais, mais quand même. Et surtout sur certains business, typiquement grand compte et autres, faut pas oublier que les personnes que nous, on voit beaucoup sur les réseaux, elles vendent uniquement à un seul type de client. C'est du wannabe entrepreneur, c'est du mec entre 17 et 25 ans qui veut lancer un business. Qui n'est pas du tout massif. Alors, effectivement, ces gens-là, peut-être qu'ils s'en foutront à 30 ans de savoir que en fait, X ou Y a fait n'importe quoi et est parti avec la caisse. Ce qui n'est pas du tout le cas de 90% des clients dans le monde, enfin 90% même des gens, c'est pas le cas. Donc si effectivement tu as un risque réputationnel qui est hyper fort. Et, comme tu dis, ça s'oublie, mais je
Je sais pas. Après, c'est simplement, encore une fois, moi, bon, après, c'est des croyances, hein, peut-être. Et peut-être que demain, je vais rencontrer X infopreneur de Dubaï ou je sais pas quoi. Il va me dire, mec, t'as rien compris, t'aurais déjà 100 millions. Bon, bah tant pis. Tu vois, après, il faut faire ce que sans quoi tu crois. Tu vois. À un moment donné, il faut avoir une conviction soi-même sur. Et tant pis si je fais pas 100 millions aussi vite que je sais pas qui. Peut-être c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'en sais rien, tu vois. Ouais, tant que t'es aligné. Voilà, bon, moi, mon but, c'est d'avoir un truc qui marche bien, de dormir bien la nuit, que mes clients ils soient contents, de changer la vie des gens. C'est vraiment mon. Et de faire de l'argent aussi, il faut le dire, bien sûr, au passage. On est là pour ça aussi. Mais faire de l'argent sans que les gens soient contents, moi, je sais pas, j'y arrive pas, quoi. Ouais. C'est vraiment, j'y arrive pas. Ouais, et puis au-delà de ça, J'ai pas envie, quoi. Si même ton envie unique c'est de faire de l'argent, c'est d'en faire à long terme. Et donc tu sais que bah, le meilleur levier pour qu'à long terme ça marche aussi, c'est que tes clients soient contents. Bah et que... aussi, oui, c'était un peu plus. Tout est lié en fait. Oui, c'est clair que si on voit ça de manière très factuelle, oui, effectivement. Mais si c'est que l'argent qui t'intéresse, va braquer une banque. Ouais. Jusqu'au bout du. Fais pas une agence. Va braco, puis voilà. Non mais j'aime bien cette différence aussi entre tu vois la vision court terme long terme. On le voit en fait les gens dans différents types de business ont pas la même vision aussi. On le voit. Et moi on en parlait. Moi j'accompagne beaucoup du coup d'infopreneurs etc. D'entrepreneurs, mais c'est principalement des personnes qui ont des business à cash flow. Donc beaucoup d'infopreneurs pardon, parce que tout ce qui va être SaaS, même agence, en tout cas au début c'est pas forcément ce qui crache le plus entre guillemets. Et la vision, moi mon gros motto en gros c'est de transformer leur vision court terme en long terme, de leur montrer que gros t'as 22 ans, en fait là si tu vois, toi tu vois quoi à 25, 26 ans, donc tu vois à 3-4 ans, et encore déjà il y en a beaucoup ils voient ça à 2 ans. Mais en fait, à 27 ans, t'as même pas un quart de siècle, quoi. À 30 ans, tu peux encore tout faire. À 40 ans, tu peux encore tout faire. À 50 ans, tu faut se calmer. C'est... Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire. Bon, si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Mais je veux dire, en fait, faut le dire, hein, aujourd'hui, là, c'est une tendance. Hein, je veux dire, tendance de fond, voilà. Encore une fois, pas de jugement de valeur, pourquoi pas. Je veux dire, moi je préfère ça que des gars qui ont envie de foot, bon pourquoi pas. Bon, il y a encore ceux qui ont envie de foot, je respecte aussi. Mais je veux dire, voilà, calmez-vous. Tu vois, au bout d'un moment, essayez de faire les choses un peu bien. Ça m'est arrivé de rencontrer des mecs plus jeunes que moi. Tu sens que les gars, ils sont dans des délires, honnêtement, moi, je trouve ça flippant, quoi. Ça me fait flipper. Ils sont prêts à tout pour avoir du fric. Mais je vous dis, pour avoir du fric maintenant. Ouais, c'est ça le truc. Et pourquoi en fait enfin, bien sûr, on a tous envie d'avoir de l'argent, à pas débattre sur à quoi ça sert l'argent, chacun en fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, voilà, détends-toi un peu, essaye de faire les choses bien, c'est mieux, non? Je sais pas, après, bon. Voilà, là j'ai l'impression que je fais la morale, c'est pas le but, chacun sa vision, c'est pas le but du podcast. Mais en fait, d'un point de vue même purement factuel, et c'est pour ça que moi j'aime bien revenir sur ce truc-là. Oui, même sur du factuel, ça en marche. fait, si tu reviens purement factuel, que ça si tu veux de l'argent, ça marchera mieux à long terme, quoi. Genre, oui, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent dans 3 ans. Tu seras multimillionnaire si tu fais les choses bien. Voilà. Tu le seras. Tu peux faire les choses bien. En fait, le truc c'est ça, c'est que tu peux être multimillionnaire en faisant les choses bien. T'es pas obligé de faire de la merde pour l'être. C'est juste ça, voilà, si on doit transmettre un message. Et tant que tu y es, vas-y, fais un truc bien, ça sera mieux pour toi, si tu crois au karma, ou peu importe, ça sera mieux pour toi, quoi. Ouais, et puis l'un n'empêche pas l'autre, c'est exactement ça. Si tu peux. Au contraire, peut-être même, comme tu dis, peut-être, bon, j'ai pas de preuves, s'il faut, on va nous prouver que c'est l'inverse, qu'il vaut mieux truander. Mais je veux dire, peut-être que oui, peut-être que logiquement, moi, ça me paraît logique que faire les choses bien soit plus pérenne. Ça me paraît logique. C'est intéressant. C'est lié avec le fait que t'as pas encore vraiment scalé, fait beaucoup de contenu sur les réseaux et autres. Mais j'ai l'impression, de mon point de vue, que t'es un peu, et je pense que peut-être les gens qui écouteront ce podcast, je pense que peu te connaîtront par rapport à tes chiffres et à comment tu es connu dans l'écosystème. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, beaucoup de gens de l'écosystème public, tu veux dire voilà, beaucoup de gens de l'écosystème te connaissent, peu de tes clients potentiels te connaissent. Enfin, et c'est lié aussi au fait que tu n'es pas forcément à Paris, tu es à Monaco. Comment tu as fait ce choix? Est-ce que tu vois vraiment une différence, toi? Comment tu le ressens? De pas être à Paris? Ouais. En tout cas, ce truc-là, moi, j'ai cette vision de toi qui est un peu hors du game, entre guillemets. Voilà, mais qui n'est t'es pas, tu vois, dans le truc. Et ça a potentiellement ses avantages et ses inconvénients. Comment toi tu le vois et tu le ressens? Pour moi, c'est un non-sujet. En fait, je vais être direct. Ouais, c'est bien. C'est cool d'être à Paris, c'est cool d'être où tu veux. En fait, aujourd'hui, c'est l'heure du digital. Je veux dire, moi, je pense que tu peux faire une boîte à 10 ou 100 millions sans voir personne. Voilà, moi, c'est ma conviction profonde. Donc, habite là où tu as envie, habite là où ça te fait plaisir, là où il y a les gens que tu aimes, peu importe. T'es pas obligé d'être là ou là ou là pour réussir. Pour moi, bien sûr que si t'es à Dubaï, tu vas rencontrer des entrepreneurs de ouf. Bon, là, tu vois, toi et moi, on est dans cette salle de podcast aujourd'hui. Autour de nous, là, juste à 10 mètres autour de nous, il y a des monstres. Voilà, il y a des monstres. Donc, hors du game, ben oui et non. Je suis hors du game agence parce que les agences, c'est à Paris. Mais pourtant, j'ai jamais été aussi connecté avec eux que ce que je le suis aujourd'hui, tu vois, quelque part.
Non, c'est pas la peine d'être là ou là. Soyez où vous avez envie d'être. Moi, c'est ça mon témoignage là-dessus. Et je te dis, ma boîte, vous verrez, je vais le prouver. Là, j'ai déjà des chiffres qui sont sympas, c'est cool. Dans fin d'année, pour moi, ça sera 80-90, MRR. On va taper le premier million. Et après, on va aller au 10. Tu vois, et ça va le faire. Et je sais déjà que ça va le faire. Et rappelez-vous les bidas que j'ai, rappelez-vous ce que ça veut dire. Et du coup, pour te répondre, je pense qu'aujourd'hui, un peu partout, tu as des mecs intéressants. Bien sûr, si tu vas à Dubaï, tu es ultra connecté. Si tu fais 10 millions, tu es une merde, il faut faire 100 millions. Et si tu vises pas une boîte à 1 milliard, voilà, du coup, ça te donne plus d'ambition. Bon, si c'est votre délire, allez-y. Encore une fois, zéro jugement de valeur, c'est pas le mien. Et Monaco, honnêtement, j'y suis allé parce que j'ai eu l'opportunité d'y aller. Et je compte faire des choses à Monaco. Je compte avoir des clients à Monaco beaucoup plus au jeu demain. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire en principauté. Et je pense que c'est un endroit très intéressant. Pour ceux qui n'ont jamais visité, venez visiter. C'est un endroit très intéressant à plein de niveaux. De ouf. Ouais. Toi, tu connais du coup? Bah, je connais très bien, oui, je suis de la région, etc. Mais, voilà. t'es le premier vraiment entrepreneur, en tout cas de Monaco, en tout cas qui est resté à Monaco, Moi, je qui entreprend à pour Monaco. ceux qui m'écoutent, hein. Ouais, voilà. Moi, je suis français, Mais t'es le premier que je rencontre de cette position-là, tu vois, de ce profil-là. Oui, c'est vrai que d'habitude, ils sont soit à Paris, soit à Dubaï, soit. Voilà, c'est les classiques. Ou c'est des vrais monégasques qui sont à Monaco, mais il y a, Ouais. tu vois, il y a peu de Français qui ont voulu faire une boîte à Monaco. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'opportunité. Aussi. Sûrement d'ailleurs. Peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et je voulais voir justement ta vision sur. Bon, j'attendais, aujourd'hui on est au digital, enfin on s'en fout que tu sois à Paris, à Londres. Mais c'est vrai que, et je pense que c'est plus lié au fait que tu fais pas encore beaucoup de contenu, etc. Ouais. Qu'on te voyait un peu moins. D'ailleurs, est-ce que tu as justement une strate de contenu qui est liée, j'imagine, à ta phase de scaling, hein, on est dedans là. Je fais un test pendant un mois, je fais du contenu, des petites vidéos, etc. Je fais après 500 000 vues en 28 jours sur LinkedIn, donc c'était pas mal. Ouais. Et là, je reprends du coup avec Ricordia, Yanis, etc. Je reprends, je vais envoyer une grosse strat de contenu bientôt. Alors, la réalité, c'est que pourquoi je fais pas du contenu? Parce qu'en fait, moi, je suis plutôt des parties quiet business. T'as pas besoin de faire du bruit pour faire du cash. C'est vraiment pas la nécessité. Alors vraiment, mettez-vous en tête que c'est pas du tout une nécessité. C'est très bien de faire du contenu, mais c'est pas obligatoire. Voilà, moi, c'est mon avis et j'ai la preuve par A plus B que c'est le cas. Tu peux avoir des. Moi, je connais plein de boîtes qui communiquent très peu et qui font énormément de cash, mais vraiment énormément. Ils communiquent très peu. Donc, c'est pas le contenu qui va te faire scale. Ce qui va te faire scale, c'est l'exécution. C'est tes process. Donc, le contenu peut être un canal marketing comme un autre qui peut t'aider sur de l'awareness, de l'éducation de marché, du leadership, etc. Donc, je trouve ça intéressant, je vais y aller, mais juste presque par plaisir plus que par obligation en réalité, parce que j'aime bien quand même évangéliser. Je n'ai pas besoin de ça pour faire des clients. J'ai pas besoin de ça pour scaler ma boîte. T'as pas besoin de ça pour être à 60K de Ouais, déjà, j'ai pas besoin. Déjà, pour commencer, déjà, 60K MRR, c'est une première étape, mais même si demain je vais aller à 100 ou 150 MRR ou 200, j'aurais pas besoin de faire du contenu. Voilà, moi je vous le dis, clairement, il n'y a pas besoin. Il y a plein d'autres mécaniques qui font que tu peux ne pas faire ça. Si tu as envie de le faire, fais-le, parce que c'est une très bonne mécanique aussi. Et tu as des mecs qui sont purs players là-dessus, qui viennent du contenu. C'est à travers le contenu qu'ils ont créé une communauté comme toi. Et grâce au contenu, ça permet d'avoir un business qui tient la route. Donc chacun son chemin. Ouais, bien sûr. C'est pas un chemin obligatoire. Faut pas l'oublier. Donc, faut pas l'oublier parce que c'est ce que beaucoup prônent. Hein. Mais parce que mais parce que ça les arrange de le prôner. Voilà, faut le dire aussi. Mais ils ont raison dans un sens. Ouais. Ils ont raison de le dire. Parce que ça reste un très bon canal, mais ça reste un excellent canal. C'est pas le seul. Loin de là. Ouais. C'est exotique. Faut le dire, c'est exotique. Bah moi, pour ma petite expérience, à Paris, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas les réseaux et beaucoup qui les avaient, donc qui les utilisaient, et d'autres qui inconnus du grand public. Et j'avais ce prisme-là, moi je le sais, j'avais ce prisme-là de dire, en gros pour moi, ma vision c'était, t'es pas connu, tu fais pas de cash. Alors c'était pas dans ce sens-là, mais c'était dans le sens, si t'es bon, tu vas forcément faire du contenu. Ouais, donc en gros, si le mec qui fait du contenu, c'est forcément parce qu'il fait beaucoup de cash déjà, tu vois. Et en fait, ceux que j'ai rencontrés qui avaient inconnus au bataillon des sous-marins par excellence, ils te disaient les chiffres et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Mais bien sûr. Et c'est là que ça m'a, tu vois, j'ai eu ce petit déclic de me dire, parce que j'étais clairement j'étais dans ce truc, bah ouais, si t'es bon, si t'estimes que t'es bon dans ce que tu fais et que tu veux être le meilleur de ton domaine, tu dois faire du contenu, tu vois. Ouais. Bon, en réalité, il y a un paquet de gens qui sont meilleurs dans leur domaine et ceux qui prennent ça le plus, c'est ceux qui vendent le fait de t'aider à en faire. En fait, mais moi j'y croyais à ce truc-là, tu vois. Mais tu peux y croire, parce qu'encore une fois, c'est un canal qui fonctionne très bien. Mais ça, moi, je conseille à ceux qui aiment ça de le faire complètement. Faites-le, mais par contre, faites-le vraiment. Publiez tous les jours comme des gros bourrins en réfléchissant à une vraie stratégie éditoriale tous les jours. Et là, vous aurez des résultats. Mais par contre, vous avez complètement la possibilité, tu l'as dit, tu as rencontré des entrepreneurs
c'est l'écrasante majorité, les gars, des entrepreneurs vraiment. qui font beaucoup de cash sans communiquer. Ouais. Après, tu as plein de secteurs d'activité. Moi, j'ai plein de potes qui font du marchand de biens. Désolé, marchand de biens, est-ce que tu en vois beaucoup qui viennent? Bon, tu en as quelques-uns, mais je veux dire, l'écrasante majorité des marchands de biens, ils en ont rien à foutre d'être sur LinkedIn ou je sais pas quoi, ils en ont rien à foutre. Ouais, bien sûr. Ou d'être sur Instagram, etc. Et c'est pas leur problème. Par contre, ils génèrent un cash monstrueux. Donc, en fait, voilà, je veux dire, c'est un peu ce truc-là, cette espèce de monde parallèle des réseaux, etc. Mais bon, c'est un bon canal encore une fois. Donc, faites-le si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous n'avez pas besoin. C'est juste ça le message à passer. C'est pas obligatoire. Il y a plein d'autres canaux, il y a plein d'autres process, il y a plein d'autres méthodes qui peuvent te faire énormément de cash. Soyez bon en exécution. Avant même de dire je vais prendre la parole, etc. Comprenez comment on exécute correctement dans un business. Et après, déjà, vous aurez une boîte qui tient la route. Et après, éventuellement, vous communiquerez si vous avez envie. Vous faites l'inverse. Créez une communauté et ensuite créez un business. Peu importe. Peu importe, en fait. Voilà. Tous les chemins sont bons. Exactement. Il n'y a pas de chemin parfait. Mais n'oubliez pas que c'est pas le seul. C'est tout. T'as un cas client, une expérience, une anecdote, tu vois, qui t'a un peu marqué, que ce soit client ou partenaire, mais plutôt client dans l'esprit, tu vois, un mec qui est venu te voir, qui était peut-être un peu perdu, etc. Et en 4 mois, ascension fulgurante, etc. Sans le nommer, tu vois, mais donner un peu de contexte. Franchement, 4 mois. Enfin, je dis 4 mois, non, mais je veux dire une expérience, en tout cas, une anecdote client qui t'a marqué. J'en ai plein des anecdotes clients. J'en ai plein des clients qui font des masterclass qui surperforment le marché salement, quoi. Dans le sens où aujourd'hui, le marché, la tendance de début d'année, je vous donne l'exemple en début 2025, la tendance pour moi, elle est plus moins 15, moins 20 que plus quelque chose. Et mes clients, j'en ai une bonne partie qui sont plus sur plus 30, plus 40, voire plus, si tu veux. Ça paraît pas énorme parce que tu vois tous les gars qui te promettent tu vas faire plus de 100% en 30 jours, là, je sais pas quoi. Bon, c'est sûr que tu fais 5 000 € par mois. Moi, je vais te faire plus de 600% en 30 jours. Hein. Ah bah oui, passer de 5 à 20 ou 30, je te les fais faire en 30 secondes, tu vois. Passer de 1 million à 1,5 million, faire 500 000 € de plus que l'année dernière, quand tu vends des trucs qui sont pas hyper chers, par exemple, j'ai un exemple en tête, bah, c'est un autre challenge, c'est beaucoup de boulot, tu vois. Donc voilà, faut être sérieux à un moment donné quand on parle des choses. Moi, mes clients, ils ont d'excellents résultats. Si tu compares à la réalité du marché, si tu veux, pas si tu compares à Dubaï, plus 1 milliard en 20 secondes, là. Désolé, hein, mais non, ça gave un peu ça. Parce que c'est un peu irréaliste. Et encore une fois, quand tu parles de pourcentage, ça veut rien dire, n'oubliez pas. Hein. On parle en chiffre absolu ou en pourcentage. Encore une fois, si tu fais 2 000 € par mois et que je te fais passer à 10 000, tu as fait combien de pourcentage? Et là, je vais te dire, je te fais passer de je sais pas combien de pourcents. Bref. Donc, du coup, j'ai plein d'exemples de clients où effectivement, mais pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est pas les chiffres. Les chiffres sont très intéressants. Évidemment, c'est ça qu'on recherche. Basiquement, quand on vient nous voir, on veut du chiffre. Et en fait, on repart avec quelque chose de bien plus important que le chiffre. C'est une compréhension de ce que tu es censé faire dans ton business pour aller là où tu as envie d'aller. Pour moi, c'est un peu le truc impalpable, tu vois. C'est palpable parce que c'est des process, je veux dire. Mais c'est un truc que tu viens pas chercher au départ et que tu as et dont tu es beaucoup plus content. Et tu verras dans mes témoignages clients qui sortent bientôt, finalement, c'est cette question-là qui est la plus importante. C'est j'ai compris que j'arrête d'avoir un business qui vivote et d'attendre et voilà, je prends les choses en main et je vais où j'ai envie d'aller. Où tu as envie d'aller, c'est ton problème. C'est intime, c'est ta décision intime, mais tu peux aller là où tu as envie d'aller. Tu as envie de faire 5, 10, peut-être 100 millions. Bon, là, c'est des étapes, hein, attention. Mais déjà, si tu as envie d'aller à 10 millions, tu peux y aller. Alors que peut-être tu faisais un M, tu vois. Sachant qu'on sacralise beaucoup le 1 million. 1 million, c'est encore une fois 83 000 € par mois. Les gars, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Compte le nombre de clients que tu es censé avoir quand tu vends du high ticket. Si tu as du récurrent en plus, franchement, 1 million, faut arrêter, c'est pas. Tu vois. Pour reprendre les mots de Yann Darwin, qui est connu d'ici, 1 million c'est de la merde. Voilà. Comme il dit. Oui, Yann, du coup, il est affilié à l'endroit où on tourne. Oui, il a sûrement dit ça. Yann, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait dit ça. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Oui, 1 million c'est de la merde. Bah, ça dépend de ton EBITDA. Tu vois, 1 million, si tu fais 63% d'EBITDA, c'est cool. Ah, ça me fait rire. Mais oui, on a tout ce qu'on fait. C'est pas ouf, 1 million. On comprend. En tout cas, on comprend le fond de l'idée. C'est Théolion qui l'a dit aussi il y a récemment dans un je sais plus, une de ses vidéos où il expliquait que oui, c'est pas non plus. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut désacraliser ce palier là d'1 million. Et peut-être qu'on n'est pas assez ambitieux en France. Aussi, peut-être qu'on manque un peu d'ambition. Tu vois. Moi, je dis toujours, est-ce que ton environnement il est câblé, tu vois. Est-ce que les gens autour de toi. Alors, ça, encore une fois, sans rentrer dans les délires Dubaï où si tu fais pas 1 milliard, bon, ça va pas. Mais déjà, est-ce que vraiment, les gens autour de toi, c'est quoi leur plafond qui se sont mis eux-mêmes au-dessus de la tête, tu vois. Il y en a pour lesquels 1 million, c'est incroyable. C'est incroyable de faire 1 million de chiffre d'affaires.
C'est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais bon, encore une fois, désacralisons les choses, ayons un peu d'ambition, soyons sérieux dans le business, comprenons que le business, c'est pas forcément les parties les plus fun toujours. Parfois, c'est du process, c'est chiant, c'est pas sexy, mais c'est ça qui marche. Voilà, donc, Tu l'as dit, hein, l'entourage est très important et beaucoup plus important que le lieu dans lequel on est pour recoller tout, tu vois, reconnecter tous les points que tu as énoncés. Je suis entièrement d'accord, c'est que tu peux être n'importe où, faire ton business. Aujourd'hui, tout est en ligne, etc. Ce qui est important selon moi quand même, c'est d'être dans un entourage très proche de soi, peu importe où on vit. Qui te pousse vers le haut. Après, on y cherche ce qu'on veut, on y trouve ce qu'on cherche en tout cas, mais si tu veux vraiment, si ton objectif c'est de scaler, de développer en termes de business, il faut que tu sois entouré quand même de personnes qui partagent ces mêmes objectifs. C'est pour ça que Dubaï, entre guillemets, a beaucoup attiré. Paraît-il. A beaucoup attiré parce que les gens qui étaient, en gros, Dubaï a attiré qui? En premier lieu en France en tout cas. Des personnes, donc des jeunes qui étaient perdus un peu partout dans la France, dans des petits villages, dans des petits trucs, des machins, qui étaient entourés de personnes comme eux, et ils se sont dit ok, en fait il faut que j'aille là-bas pour les trouver. C'est vrai et faux, c'est-à-dire qu'effectivement tu vas en trouver là-bas, tu vas pas forcément trouver les gens non plus à qui tu t'attendais, mais des personnes comme ça tu peux en trouver n'importe où, et peut-être que dans ton village si tu avais connecté un peu plus tu en aurais trouvé aussi. Donc il y a ce côté, j'accompagne des gens dans l'expatriation entre autres, je le vois bien, c'est que les gens en fait veulent surtout, certes un environnement fiscal favorable évidemment, parce que bon on joue sur les leviers sur lesquels on peut jouer, donc tu as le levier que tu connais toi, et puis après tu as les leviers aussi que tu connais, les 4 piliers, etc. Donc d'ailleurs dans ton 4e pilier, tout ce qui va être cost, etc. c'est très lié à la fiscalité et à ton levier fiscal. Évidemment la fiscalité c'est un gros sujet. Donc ça c'est vrai, c'est un sujet, mais tu as le sujet aussi avec qui tu veux être en fait. Et effectivement, Dubaï, tu peux être entouré de personnes qui soit t'inspirent, soit que tu connais ou autre. Mais peut-être que tu peux avoir pareil à Paris, tu peux avoir pareil à Monaco, tu vois, comme tu le prouves. Tu peux avoir pareil X ou Y, un peu n'importe où en fait. Ouais, complètement. Il n'y a pas de sujet. Moi, en fait, je prendrais un peu le truc sous un autre angle. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas tellement de qui t'es entouré. Enfin, excuse-moi, je reformulais. T'as pas besoin d'être entouré de mecs hyper smart, over the top, machin. T'as juste besoin que les gens qui t'entourent te tirent pas trop vers le bas. Tu vois, c'est plutôt ça le truc. C'est plutôt ça pour moi. C'était dans un village, peut-être que les gens autour de toi, encore une fois, leur plafond, c'est de gagner 1800 balles par mois. Désolé, hein, encore une fois, zéro jugement. Non, il n'y a pas de jugement, c'est factuel. Hein. Voilà, j'en sais rien, mais voilà, il faut se le dire. Quand t'es entrepreneur, peut-être que voilà, t'as pas envie de te plafonner comme ça. C'est peut-être pour ça que tu t'as voulu entreprendre. Il faut pas que les gens autour de toi, ils te tirent trop vers le bas. Mais moi, je pense que t'as pas besoin d'être entouré de mecs hyper smart parce qu'aujourd'hui, t'as Internet. Et encore une fois, désolé, hein, c'est un peu une vision... je sais pas comment dire, de mec dans sa grotte qui a pas envie de sortir, tu vois, d'acariâtre ou je sais pas quoi. Mais en fait, vraiment, t'as pas besoin, tu vois, tu peux te connecter avec des podcasts, pour capter l'énergie des gens. Tu peux écouter des podcasts toute la journée, machin, si t'as besoin, tu vois, te remotiver, d'écouter des mecs smart et tout. T'as pas besoin de les connaître en vrai, même si c'est plus intéressant. Si tu les connais, tant mieux. T'as pas besoin d'aller à Dubaï aujourd'hui, t'as Internet, quoi. Je veux dire, faut vraiment relativiser ce truc-là, même si c'est pas pareil, on est d'accord. Mais c'est surtout de pas mal t'entourer. Le sujet, c'est pas forcément de bien s'entourer, c'est déjà de pas mal t'entourer pour commencer. Des gens qui vont essayer tout le temps de te tirer vers le bas, de te dire tu vas pas y arriver. On l'entend 50 fois, on le sait. Écoutez pas vos parents, écoutez pas vos amis, écoutez pas les gens qui n'ont pas fait les choses. Écoutez les gens qui ont fait les choses. Si quelqu'un n'a jamais fait d'entrepreneuriat, il n'a pas vraiment d'avis à donner sur l'entrepreneuriat. Désolé, mais je vais pas écouter quelqu'un. Tu rentres dans un magasin, tu veux t'acheter des vêtements. Le vendeur ou la vendeuse, elle habille comme un sac. Est-ce qu'elle va te donner des conseils sur comment t'habiller? Est-ce que tu vas vraiment l'écouter? Peut-être, mais t'as pas envie de l'écouter, ouais. T'as pas envie de l'écouter. Voilà, bon, ben voilà. J'ai pas envie d'écouter. Donc voilà, c'est plus ça pour moi. Faut le prendre un peu dans l'autre sens. Et après, t'as Internet. Encore une fois, ça fait très geek ce que je raconte, mais. Non, mais 100%. Je disais dans un précédent podcast justement que on dit souvent cette fameuse phrase du t'as les 5 personnes qui t'entourent. En gros, tu t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Mais ça, c'est vrai, mais en fait, il y a ce côté monde physique, il y a aussi le monde virtuel. Mine de rien, moi, je l'ai vu quand j'étais à Sydney, bref, j'étais solo. Toute la journée, j'avais des podcasts entrepreneuriaux, des perso, peu importe, des mecs inspirants dans les oreilles. Mais à la fin, ça va être de fou. Et j'avais personne autour de moi, hein, j'étais solo. Mais donc, t'as ce truc-là de, ouais, effectivement, si tu ne peux pas, ou en tout cas, tu ne peux pas pour l'instant t'entourer de gens autour de toi physiquement qui t'inspirent, voilà, bah. Peut-être passer un peu plus de temps. Alors, c'est pas un conseil tendance, hein. Les gens disent lâchez vos téléphones, mais en tout cas utilisez-les bien. Et si vraiment c'est ce que tu veux faire, bah ouais, écouter des podcasts ou des gens qui t'inspirent. En plus, il y a plein de contenu aujourd'hui. Je pense à des Moubet, je pense à des Théo Lyon, je pense à des. Enfin, il y a des gens inspirants qui parlent, il y en a. Hein, c'est pas ce qui manque. Donc, ouais, franchement, le monde virtuel, ça a ses bons côtés. Ouais, puis sur Internet, t'as tous les degrés de comment dire, de technicité. T'as des gars qui ont des conseils un peu mindset, machin, et ça va t'inspirer. D'autres qui vont t'expliquer des trucs très techniques que tu vas pouvoir appliquer. Moi, je vous garantis que si demain vous voulez faire un Better Founder Biz,
vous avez tout à dispo en ligne pour le faire. Vous pouvez apprendre 100% de moi ce que je délivre aujourd'hui en ligne. Et c'est une époque incroyable en réalité. C'est ouf. T'as des mecs, tu les écoutes, ils te motivent gratos avec des podcasts et machin, comme des coachs. De l'autre côté, t'as des mecs techniques qui t'expliquent comment faire les trucs. Enfin, vous avez tout à dispo, les gars. Franchement, faites avec ça déjà. Et attendez pas d'avoir le mec providentiel qui va vous motiver, je sais pas quoi. Motivez-vous vous-même, tu vois, c'est la base. C'est pour ça que moi je dis c'est très bien d'être bien entouré. Évidemment, c'est mieux. C'est mieux si t'es entouré de mecs super smart qui vont te donner des conseils, qui vont des fois te débloquer des trucs et tout. Mais t'as pas besoin de ça en vrai. C'est toi-même avant tout. Il faut, enfin voilà. Il faut déjà scale toi-même et tu pourras scaler ton business, etc. Tu vois. Sur ces mots, Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Et c'est exactement pour ça que je fais des podcasts. Pour ceux qui me demandent à chaque fois pourquoi t'en fais. Bah en fait, au lieu d'avoir des discussions comme j'aurais pu l'avoir comme ça, sans filmer, sans micro, bah autant mettre une caméra et deux micros et en faire partager le plus grand nombre. Et ça nous fera en plus des souvenirs. On pourra réécouter la discussion. J'ai tendance à potentiellement parfois oublier des petites bribes qui m'avaient marqué et que j'aimerais réécouter. Donc je m'en sers moi aussi. Donc voilà, sur ces mots qui vous a dit, vous avez bien compris. Faites juste des choses qui vous font kiffer. Faites-le le mieux possible, le plus possible. Et ce que vous voulez viendra à vous. L'argent viendra à vous si vous en voulez. La fame viendra à vous si vous en voulez. Je sais pas si vous voulez ça, mais ce que vous voudriez viendra à vous. Sur ce, allez voir les prochains épisodes, les précédents. Mettez un like, un commentaire. Partagez à vos potes qui veulent écouter des gens comme Nicolas, qu'on voit trop peu en tout cas sur les réseaux. Et ça donc va venir. c'est mon devoir. J'ai un Instagram tout neuf là qui est sorti où je mets un peu de contenu. Je mettrai de toute façon tous les liens en bas, donc pour aller voir tout ça. Sur ce, je vous dis à tout de suite sur YouTube. Ciao.